Bonjour et bienvenue dans Les Plumes Bavardes, le podcast qui donne la parole à tous ceux qui écrivent. Je m'appelle Émilie, jeune autrice de fantasy non publiée qui a découvert le monde de l'écriture en 2023. Dans Les Plumes Bavardes, on parlera des processus d'écriture et de tous ceux qui motivent les auteurs dans leur création. Je vous souhaite à tous une très bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des Plumes Bavardes. Et aujourd'hui, je suis trop heureuse parce que je reçois une autrice qui a réalisé l'un de mes plus grands rêves, puisqu'elle a gagné le dernier concours Big Bang. Je suis avec Néphélie Thomas. Enchantée, Néphélie. Enchantée, merci de m'avoir invitée. Merci à toi d'avoir accepté de venir. Je suis trop contente. Donc pour les habitués du podcast, j'ai un peu remanié l'ordre des questions pour cet épisode, mais vous inquiétez pas, vous allez très vite retrouver vos marques. On va quand même commencer par la question la plus bateau de cet épisode, de ce podcast, c'est la présentation. Il faudrait que tu te présentes, s'il te plaît. Oui. Alors, je m'appelle Néphélie Thomas. Néphélie, c'est mon vrai prénom, je le précise. C'est trop beau, j'adore ce prénom. Oh, c'est gentil, merci. Je connaissais pas du tout, franchement, j'adore. Oui, mais en fait, on me dit souvent qu'on connaît pas, et c'est pour ça que je précise que c'est pas un nom de plume, enfin, c'est vraiment mon prénom. Qu'est-ce que je peux dire? Donc oui, je suis autrice d'imaginaire, pour le moment plutôt roman young adulte, puisque mon premier roman qui va sortir est un young adulte. Je suis à côté, je travaille à temps plein. Un travail, je vais pas rentrer trop en détail parce que c'est pas super intéressant, c'est un travail de bureau. Que j'aime bien, mais voilà, c'est un travail basique cadre à Paris, en fait. Voilà, donc pour le moment, je fais ça à temps plein, donc j'écris à côté, donc j'habite à Paris et j'ai 29 ans et je pense que c'est déjà pas mal. Oui, c'est très bien. Du coup, ma deuxième question, c'était par rapport au nom de plume, du coup, qui n'en est pas un. Donc, Qui n'est pas un nom de plume, ouais. Ouais, t'as choisi de garder ton nom parce qu'il est trop stylé, donc tu t'es dit, je le garde, quoi. En fait, alors c'est drôle, j'ai quand même pris le nom de famille de ma mère, pour mon nom de famille, mais je voulais quand même un nom, en plus proche de mon vrai nom. Et pour mon prénom, alors c'est pas parce que je me suis dit qu'il était trop stylé, mais c'est vrai que j'aime bien l'idée, voilà, que de voir mon prénom sur la couverture de mes livres. Je me disais que ça ferait quand même quelque chose d'un peu particulier, quoi. De vraiment reconnaître mon identité, celle de ma vie de tous les jours, sur mon livre. Voilà. Ouais, je comprends tout à fait. Mmh. Alors, est-ce que tu pourrais nous dire depuis combien de temps tu écris et comment t'es venue cette envie d'écrire? Alors, depuis combien de temps j'écris? Donc, puisque j'ai 29 ans, depuis un petit moment, puisque j'ai commencé à l'adolescence et le temps passe, donc ça fait quelques années. Oh oui, ça passe très vite. J'ai commencé, ouais, à l'adolescence à écrire, un peu basique. Je me rends compte quand je parle avec des auteurs et des autrices maintenant qu'on est hyper nombreux à avoir commencé par la fanfiction. Et donc, voilà, c'est mon cas aussi. Je pense que je devais avoir 11-12 ans, quelque chose comme ça. C'est marrant, je crois me souvenir que j'ai eu une période au collège où j'ai pas mal écrit pendant peut-être 2-3 ans, puis un passage à vide. Et ensuite, j'ai repris vers 18-19 ans, où là, j'ai écrit, mais à fond. C'est drôle parce qu'aujourd'hui, il y a plein de personnes importantes dans ma vie que j'ai rencontrées à ce moment-là via les fanfictions. Ouais, vraiment, ma compagne, donc la personne qui partage ma vie, je l'ai rencontrée comme ça. Ma meilleure amie, je l'ai rencontrée comme ça. Donc, ouais, ça fait 10-11 ans que j'ai eu ce gros moment fanfiction, au moment où je commençais mes études, en fait. Et après, je me suis laissée absorber par mes études, qui me passionnaient totalement, puisque moi, j'ai fait des études d'histoire. Et je voulais être journaliste à l'époque, donc j'ai un peu mis l'écriture, on va dire, créative de fiction, de côté. Je me suis plus concentrée sur des articles. J'ai vraiment pas eu le temps d'écrire, ou en tout cas, je dirais plutôt que j'ai pas pris le temps, parce que je me rends compte aujourd'hui que je trouve le temps d'écrire puisque je le veux vraiment. Mais c'est vrai que j'ai mis ça de côté. Donc, ouais, j'ai vraiment eu ces phases à l'adolescence, puis à 18-19 ans, et ensuite j'ai repris bien plus tard, à 26-27 ans, vraiment à fond. Voilà. Vraiment à fond. Et ça t'a Ouais. mené là. On va en parler très vite.
Du coup, tu écris donc ce roman qui va paraître, donc Le Chant des Machines. C'est de la dystopie, Ouais, si je me trompe pas. c'est ça. Je voulais savoir qu'est-ce qui te plaît dans ce genre-là, et est-ce que c'est ça que tu as toujours voulu écrire ou pas? Alors, c'est un mélange de plein de choses. La dystopie, déjà, je pense que pour les personnes qui ont à peu près mon âge, même un petit peu moins, ou même un petit peu plus d'ailleurs, il y a un peu ce truc de on a été adolescent avec les grandes dystopies, young adult, Hunger Games, Le Labyrinthe, Divergente, etc. Donc, à la fois, c'est né un peu d'un amour pour ce genre à cette époque et d'une frustration qui est que alors, j'ai adoré ces dystopies, mais c'est vrai que je m'étais toujours dit, enfin assez tôt, je me suis dit que moi, en tant que personne, du coup, de la communauté LGBT, je m'étais jamais retrouvée. Je m'étais jamais sentie représentée dans ces dystopies. J'y réfléchissais la dernière fois. Je me disais, mais attends, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y a vraiment aucun personnage vraiment mis en avant ou, enfin, je crois que j'en ai même pas vraiment trouvé des secondaires dans ce Ouais. trio-là, tu vois. Enfin, Oui, c'est vrai, maintenant que j'y pense. ouais, c'est assez fou parce que tu te dis que, par exemple, dans Hunger Games, où on est vraiment dans une histoire de société fasciste, quoi, avec un régime totalitaire, on pourrait parler, tu vois, de l'homophobie. Enfin, ça pourrait être un vrai sujet. Et finalement, alors si je me trompe pas, mais j'en ai aucun souvenir et je les ai relus il y a pas si longtemps, mais c'est vraiment pas abordé. Et moi, j'avais un peu cette frustration de me dire, enfin, c'est quand même un genre où on devrait être représenté, quoi, en principe. Parce qu'on sait que voilà, quand concrètement les droits sociaux sont menacés, les femmes et les personnes LGBT, c'est un peu les premiers à y passer. Donc j'avais un peu cette frustration et je m'étais dit: «Un jour, j'écrirai une dystopie où non seulement il y aurait des personnages queer, mais en plus ils seraient pas super secondaires et leur intrigue ne serait pas uniquement liée au fait qu'ils sont queer également». Donc j'avais ce truc-là, cette volonté-là et globalement, j'adore la dystopie parce que, on parlait un peu, toi et moi, en off, tout à l'heure d'un autre podcast que j'ai fait, avec Louis et ce que je lui disais aussi, c'est que j'aime beaucoup le fait qu'à travers la dystopie, on sous couvert de, comment dire? De parler du futur, en fait, on parle du présent. Et on propose une analyse de certains, sujets en les comment dire? En les poussant un petit peu à l'extrême, en les exacerbant. On teste un peu plusieurs scénarios pour voir ce qui pourrait se passer un peu comme dans un petit labo. Et je trouve que c'est vraiment une bonne façon d'avoir un regard, critique du coup, sur la situation qu'on vit actuellement. Encore une fois poussée à l'extrême, hein, puisqu'on n'a pas encore des robots, tueurs qui ont pris le contrôle du monde. Croisons les doigts. On croise les doigts. Mais il y a des questions à se poser en termes d'intelligence artificielle, et cetera. Enfin, en tout cas de mon Ouais, côté. clairement. Ouais. Ouais, c'est vrai. Voilà. J'aime beaucoup ta façon de voir les choses. Et ouais, pour revenir à ce que tu disais sur les représentations dans les 3 grandes dystopies, même ce qui est un peu «choquant» entre guillemets, c'est que dans Le Labyrinthe, alors il y a que des garçons, pas Oui, une seule fois on a ouais. une espèce de romance entre 2 et je crois Ouais. même, si je dis pas de bêtises, il y aurait dû y avoir une romance entre Newt et Thomas, mais que ça a pas été fait parce qu'à l'époque ça se faisait pas. Ah, je savais pas du tout, Et il y tu a vois? Mais ça et du m'étonnerait pas, coup, il y a mais une fille qui arrive et comme par hasard, c'est, la love interest et tout, enfin bon. c'est la Donc love interest et quand il croise ouais. une deuxième fille, c'est aussi un peu la love interest. Mmh. Donc en Oui. fait, ouais, c'était assez frustrant. Et je me dis qu'en effet, il y avait plein d'occasions, quoi. Enfin, statistiquement, quelle est la chance quand tu as autant de jeunes, parce que ce soit Hunger Games ou Le Labyrinthe, c'est des protagonistes très jeunes, enfin, ils sont assez nombreux. Dans Hunger Games, ils sont super nombreux. Quelle est la chance pour que il y en ait aucun et que ce soit jamais Ouais. évoqué, quoi. C'est Donc, clair. voilà, donc j'ai corrigé ça avec ma dystopie. Trop bien. Trop bien, j'ai hâte. Est-ce que après ce livre-là, j'imagine que tu es déjà en train d'écrire un autre livre. Est-ce que tu as Oui. envie d'écrire dans d'autres genres littéraires ou est-ce que tu veux rester dans ce genre-là? Alors là, je suis en train d'écrire en effet donc un autre livre qui est cette fois un roman plutôt, historique, Dark Academia.
Oh là là, trop bien, j'adore. Donc rien à voir, mais je l'adore. Sans me non, mais Non, vraiment, mais c'est bien, il j'adore faut l'écrire. adorer. Trop Oui, bien. je me dis toujours, il faut aimer ce qu'on écrit, parce que c'est très long, le processus d'écriture, donc autant aimer ce qu'on fait. Non, mais j'adore l'écrire, je prends beaucoup de plaisir à l'écrire, d'autant plus que quand je dis roman historique, c'est parce que, ouais, c'est un roman qui se passe dans la première moitié du 19e siècle. Moi, ma première passion, c'est l'histoire à la base, donc ça me permettait de renouer un petit peu. Après, c'est voilà, c'est une histoire Dark Academia avec de la magie, mais qui se passe vraiment en France au 19e siècle. Donc voilà, j'ai celui-là. Et ensuite, pour l'avenir, j'ai plein de projets en tête, assez peu de temps pour les concrétiser. Mais c'est vrai que moi, j'aime beaucoup la sci-fi et que j'aimerais bien écrire pour la jeunesse peut-être du solar punk, donc le côté plus optimiste de la Ah oui, science-fiction. j'en ai C'est entendu vraiment parler. un futur optimiste, quoi, avec pas mal de, comment dire, d'énergie renouvelable. Enfin voilà, c'est quelque chose que j'aimerais bien écrire. Et j'aimerais bien écrire, ouais, encore de la science-fiction. Je suis assez fascinée par tous les sujets autour de l'intelligence artificielle, les questions d'éthique liées à l'intelligence artificielle, et j'ai plein d'idées en tête de comment aborder ça, donc j'y reviendrai probablement après ma Dark Academia. Voilà. Trop bien. Ouais, bah, trop bien. C'est des sujets tellement d'actualité, franchement, faut foncer. Ouais. Alors, bah, du coup, c'est là où ça change un petit peu de d'habitude. On va parler de ton roman directement. Donc, Waouh, est-ce que ok. tu veux bien nous pitcher le chant Ah des machines, s'il te plaît? oui, 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 le fameux exercice du pitch. Ok. Alors, je suis pas encore très entraînée, mais je vais essayer de le faire au mieux. Donc, T'inquiète. euh, et pas trop long, mais voilà, Le Chant des Machines, donc en effet, c'est une dystopie young adulte qui se passe en 2135, donc en France, et donc à ce moment-là, ça fait 70 ans que les défaillants, qui sont des robots humanoïdes extrêmement intelligents, ont pris le contrôle du monde, donc le dominent, et ont isolé les nations les unes des autres sous des cloches, où l'air est extrêmement pollué, toutes les ressources manquent, notamment l'eau. Enfin, il y a très peu de ressources en eau, puisque les défaillants l'utilisent pour refroidir leur serveur. Et donc, ces défaillants, en plus d'avoir enfermé les nations sous des cloches et de faire vivre les gens dans des environnements extrêmement pollués, ils traquent les survivants pour les emmener dans leur centre d'expérimentation et mener sur eux des expériences dont on ignore l'objectif final. Et dans cet univers, on suit trois protagonistes, Orion, Estia et Till. Till, lui, il se déplace en fait d'abri en abri avec ses trois camarades, dont une petite fille qui est rendue très malade par la pollution, depuis en fait que leur communauté entière a été massacrée. Donc il survit comme il peut dans le massif des Ardennes. Orion et Estia, eux, sont frères et sœurs jumeaux. Ils ont un peu plus de chance puisqu'ils ont grandi dans les cités souterraines de Spèce, qui sont en fait des cités totalement hors de portée des défaillants, qui ne connaissent pas l'existence donc de ces cités. Et donc Estia, elle est ce qu'on appelle technologicienne. Elle met en fait son génie technologique au service de sa communauté pour créer du matériel pour améliorer leur quotidien. Et Orion, lui, depuis qu'il est enfant, ils se sont les trois, en fait, dans leur cité souterraine, qui concrètement sont des bunkers. Il rêve de monter à ce qu'ils appellent donc la surface, le monde extérieur. Et donc, il va s'engager auprès de la milice de leur communauté qui mène des missions dans le monde extérieur. Donc pour Orion et Estia, ils ont un peu un destin qui semble assez tracé au début, sauf que Estia va commencer à se rendre compte que sa famille et sa communauté lui cachent très probablement de lourds secrets qui vont l'amener à sortir un peu des frontières de tout ce qu'elle a toujours connu pour découvrir la vérité. Et Orion, de son côté, à la surface, il va croiser le chemin de Till. Et ce qu'il va apprendre lors de cette rencontre va aussi le pousser à quitter la sécurité de son village, de son campement milicien, pour affronter les vrais dangers de la surface. Voilà. Waouh! Ça a l'air hyper intriguant. Il se passe plein de choses.
Le monde, il a l'air super riche, j'adore. J'ai trop hâte. Du coup, il sort le 13 mai. Le 13 mai, c'est ça. Est-ce que tu pourrais nous expliquer comment tu as eu l'idée de cette histoire? Ouais. Alors, c'est en plein de parties parce qu'elle m'est pas venue d'un coup. En fait, ça a commencé, ouais, c'était, vers 23-24 ans. C'est drôle, j'ai commencé un travail en fait, où, j'étais dans le secteur de l'énergie. Donc déjà à ce moment-là, j'avais été pas mal sensibilisée, aux enjeux environnementaux autour de la production d'énergie et ça, c'est un thème qui est assez important, dans le champ des machines. Ça m'intéressait énormément, j'avais envie d'en parler, j'avais pas d'histoire forcément associée à ça et en plus, c'est dans le cadre de ce travail, que j'ai fait des déplacements professionnels et notamment, dans les Ardennes, où se passe une grande partie de l'action du champ des machines. Moi, je suis pas du tout originaire des Ardennes, mais, quand j'y suis allée pendant cette mission, j'ai eu un gros coup de cœur sur cette région, qui était, à la période où j'étais, c'était assez mystérieux parce que c'est très vallonné, c'était extrêmement brumeux et j'avais trouvé ça vraiment magnifique et je m'étais dit à ce moment-là: «OK, si je réécris un jour, j'aimerais bien que l'histoire se passe là». Donc j'ai eu envie très tôt d'écrire une histoire qui allait parler, d'enjeux environnementaux, et notamment autour de l'intelligence, artificielle, puisque un tout petit peu, du coup, après ça, ça a été un peu le boom là de l'IA générative autour de 2022. Alors ce qui est très drôle, c'est qu'à la base, quand j'ai commencé à imaginer le champ des machines, c'était pas une dystopie, c'était une espèce de, fantaisie climatique. Je sais pas comment je peux Mmh. appeler ça, que je n'arrivais pas du tout à écrire. J'ai fait, 6 chapitres en boucle, en boucle, en boucle pendant vraiment, 2 ans, un truc comme ça. Parce qu'en fait, je suis pas une lectrice de fantasy du tout et donc Ah, je c'est savais pour pas. ça que j'arrivais pas à écrire de la fantasy et je ne sais toujours pas pourquoi. C'était une fantasy d'ailleurs à la base. Je sais pas pourquoi ça m'est venu comme ça. Mais à un moment, enfin, j'avais déjà mes personnages, mes 3 protagonistes qui m'étaient venus en tête. Donc je les aimais vraiment beaucoup, Till, Orion et Estia, je voulais pas les lâcher et voilà, j'ai décidé un peu de persévérer et petit à petit, j'ai commencé à me dire: «Mais peut-être que c'est ce genre-là de la fantasy qui te va pas». Je pense que j'étais freinée sur le côté dystopie à la base parce que, on en voyait plus trop finalement des dystopies, à ce moment-là. Quand j'avais commencé à avoir un peu ces idées-là, c'était avant, il y avait pas encore Absolu n'était pas encore, de Margot Dessen n'était pas encore, publié. Enfin, du coup, je pense que ça m'était pas venu pour cette raison. Hem et puis, c'était en 2023, j'ai déménagé quelques mois avec ma compagne au Canada et en fait, ça s'est pas forcément super bien passé pour moi. Enfin, c'était un peu dur d'être, coupée de ma famille, de mes amis, enfin, j'avais un travail que j'aimais pas beaucoup, donc c'était un peu compliqué et à ce moment-là, l'écriture, c'est vraiment devenu un refuge, et donc j'ai repris Le Chant des machines qui, à l'époque, s'appelait juste, Défaillant, hem Ah bah, et merci. ouais, oui, c'est je savais que je voulais pas qu'il s'appelle comme ça, mais en tout cas, c'était un peu son nom de code. Et du coup, à ce moment-là, je me suis vraiment remise dans l'écriture et je sais pas comment, mais assez naturellement, je crois que ça m'est venu de me dire: «Ah mais en fait, c'est une dystopie ce roman». En plus, moi, j'adore les histoires qui se passent en France. Je trouve qu'on en a pas, suffisamment. C'est vrai. Et du coup, je me suis dit: «Bah, c'est une dystopie, elle se passe en France et voilà, c'est ça va marcher comme ça». Et là, pour la première fois, j'ai dépassé le 6e chapitre et l'histoire s'est déroulée assez naturellement finalement, voilà. Trop bien. Suffisait juste de débloquer ce petit truc-là, quoi. Ouais, c'est ça. Du coup, tu nous as un petit peu parlé des thèmes. Est-ce que tu nous as tout dit sur les thèmes de ton roman? Comme l'environnement, l'intelligence artificielle, quoi d'autre? Oui, alors, oui, il y a ces thèmes-là. Ça va beaucoup, beaucoup parler, le chant des machines, de famille dysfonctionnelle. C'est un gros thème. La famille est vraiment, très présente, dans cette histoire. J'ai pas, tué tous les parents de mes protagonistes, comme ça arrive souvent en dystopie. Non, je rigole. Donc ils ont des choses à régler avec. C'est bien, c'est bien. Ouais, ouais, ouais. Non, j'adore traiter, des familles, j'adore
vraiment les histoires de frères et sœurs. Enfin, c'est pas un hasard du tout si Orion et Estia sont frères et sœurs. Leur relation est vraiment importante dans l'histoire, puis leur relation aussi avec le reste de leur famille. Ça, c'est vraiment un thème important. Après, c'est du young adulte, donc c'est assez logique, mais voilà, un des thèmes importants, c'est la quête de soi. C'est vrai que j'ai des personnages qui sont à un moment où donc mes protagonistes ont 20 ans, 21 ans. Donc ils sont un petit peu à ce moment un peu charnière de passage dans l'âge adulte, où on n'est quand même pas tout à fait adulte, mais on n'est plus non plus adolescent. Et on cherche un peu ce qu'on est, on cherche un peu ce qu'on veut être. Ça, c'est un thème important aussi du chant des machines. Sinon, c'est pas mal ça, je crois. C'est Ouais. très bien, j'adore. Ça me donne très, très envie. Qu'il y a des messages particuliers que tu as envie de véhiculer à travers ce texte? Est-ce qu'il y a d'autres messages? Je pense qu'un message qui était vraiment important pour moi, ça rejoint un peu ce que j'ai dit, donc je parle d'intelligence artificielle, je parle des dérives liées à l'intelligence artificielle, mais je suis une personne assez optimiste malgré tout. Et du coup, le chant des machines n'est pas aussi pessimiste, que ça pourrait en avoir l'air. Je parle du progrès, un petit peu, sans éthique, mais en miroir, je parle aussi, d'une autre vision du progrès. J'ai des personnages, notamment Estia, qui est donc technologicienne, qui croit très, très fort, aux bienfaits du progrès, à une bonne utilisation des technologies, même de l'intelligence artificielle. Et ça, c'est vraiment un message que je voulais avoir, en fait, montrer un peu les 2 facettes, pas simplement dire, voilà, on a les méchants défaillants qui refroidissent leur serveur avec toute l'eau, c'est une réalité. Enfin, c'est une réalité que l'intelligence artificielle consomme énormément d'eau, pas qu'il y ait pour le moment des, des défaillants lâchés dans la nature, heureusement, mais évidemment qui représentent ça. Mais oui, je voulais avoir cette vision aussi un peu optimiste parce que je pense qu'on en a vraiment besoin. Et notamment parce que j'écris pour la jeunesse et d'ailleurs à terme, c'est pour ça que je voudrais aussi écrire du solar punk pour la jeunesse, même pour une tranche d'âge encore plus jeune, parce que, voilà, je trouve que c'est quand même important d'avoir, un peu une vision, nuancée. Et après pour les autres messages, je réfléchis, je suis pas sûre de pouvoir trop les dire sans spoiler, donc Tu n'es pas obligée. je vais m'arrêter là. Donc, il faudra acheter le livre à sa sortie. Voilà. Exactement, mince. Ah. Non, mais de toute façon, bien sûr que oui. Voilà, il n'y avait pas de débat. Bien, on va parler du concours Big Bang maintenant. OK. J'ai plein de questions. Déjà, j'aimerais que tu nous dises qu'est-ce qui t'a donné envie de participer à ce concours? Quelle a été ta principale motivation? Mmh. Alors, c'est vraiment une question de timing, vraiment. Donc, comme je l'ai dit, j'ai écrit le chant vraiment à fond en 2023, quand j'habitais donc au Canada. Je sais pas si avant, il me semble pas qu'avant j'avais vraiment songé à publier mes textes. J'écrivais vraiment pour le plaisir. Et quand j'ai vu que le chant, ça commençait à être un peu sérieux, que j'aimais vraiment beaucoup cette histoire, que c'était la première chose à laquelle je pensais le matin, la dernière chose à laquelle je pensais le soir, et que je commençais aussi tu sais, ce moment où tu écris, tu commences à manger un peu des méthodes d'écriture, là, des gros bouquins, l'anatomie du scénario, Ouais. etc. On passe Tu tous dis par là, je crois. oui, vraiment. Et là, je me suis dit: «Ah, c'est sérieux quand même». Et je pensais qu'à ça, à écriture tout le temps. Et donc j'ai eu un peu cette cette obsession où je me suis dit: «Mais, c'est vrai que finalement, bah, c'est pas une fanfiction, donc je vais pas la mettre sur un site de fanfiction». Je connaissais pas tant Wattpad que ça non plus, enfin donc ça aurait pu être Wattpad, mais c'est vrai que ça m'est pas vraiment apparu comme, une possibilité à l'époque. Et en fait, je pense que j'avais dû écrire les 3/4 du roman fin 2023. Au moment où j'ai commencé à me dire: «Ça pourrait être bien d'essayer de tenter la publication, pourquoi pas?» Je connaissais, enfin, un de mes meilleurs amis est un auteur publié, donc j'étais pas totalement, éloignée, du monde de l'édition. Enfin, je voyais un petit peu comment ça se passait. Et du coup,
j'ai commencé à me renseigner sur les maisons d'édition parce que je ne connaissais pas du tout, pas très bien les maisons d'édition, surtout pour le young adult, puisque pour le coup, mon ami, lui, par exemple, est beaucoup plus jeunesse, donc sa maison n'aurait pas pu coller pour ce projet, par exemple, donc il fallait que je me renseigne de mon côté. Et en fait, je connaissais un petit peu Big Bang parce que j'avais lu, découvert et lu Absolu dans l'année, parce qu'il est sorti d'ailleurs, je crois en 2023, donc vraiment l'année où je me suis mise à Ouais, fond je crois que c'est ça. sur le chant. Ouais, c'est ça, hein, c'est 2023. Et du coup, j'ai un peu regardé les maisons sur les réseaux sociaux. Big Bang m'a un peu plus attirée parce que je venais de lire Absolu. Je connaissais quelques autres titres de Big Bang, même si à l'époque, j'avais pas fait attention que c'était cette maison-là. Et en fait, à peu près à cette période, Big Bang a lancer du coup cette seconde édition du concours. C'était en décembre 2023. Et donc je me suis dit: «Ah bah, c'est intéressant, c'est peut-être un petit signe, du destin. On va tenter», parce que, je me rappelle que j'avais vu qu'ils ouvraient pas vraiment ils avaient pas d'adresse pour des soumissions, ils ont pas trop de Mmh. période d'appel à texte. Donc je me suis dit: «Bon, c'est un peu l'occasion». La deadline était en février, donc ça me laissait à peu près le temps de finir, le chant, ce que j'ai fait du coup. Et voilà, c'est vraiment une question de timing. Il y avait ce concours au moment où je me suis intéressée à la publication, et voilà. Et est-ce qu'en parallèle de ça, tu as aussi envoyé à d'autres maisons d'édition une fois que tu as fini de l'écrire Mmh. ou... Ouais. Ouais, j'ai envoyé à d'autres maisons, du coup un peu toutes les autres que j'avais, identifiées, et j'ai reçu des noms. J'ai reçu des noms, mais c'est bien de le dire parce que, je sais qu'il y a un peu ce côté, quand j'en ai parlé un peu avec d'autres, auteurs, autrices qui veulent être publiés, un peu ce côté, du coup, Le Chant, c'est mon premier roman, et tu y vas, tu fais un concours et hop, tu es publié. Mais en réalité, en parallèle, j'ai reçu des noms un peu encourageants, comme quoi j'étais passée en comité de lecture, qu'ils avaient beaucoup aimé, mais qu'en ce moment, ils cherchaient pas des dystopies. Donc là, il y en a un peu plus maintenant encore. Mais début 2024, c'était encore un peu poussif pour les dystopies. Donc j'avais eu des refus justifiés par le fait que c'était une dystopie. Donc ouais, je pense que j'avais dû soumettre peut-être à 5-6 autres maisons d'édition, et j'ai dû avoir 3-4 noms et d'autres sans réponse. Voilà. Ok. Bon, il y a eu quand même pas mal d'encouragement, donc c'est qu'il y avait quand même du potentiel, quoi. Ok. Alors, oui, donc ça, c'est une question que tu savais que j'allais te poser. J'aimerais savoir comment tu as constitué ton dossier pour le concours. Est-ce que tu as fait quelque chose de spécial ou pas? Et ben, très scolaire. Il y avait écrit il y avait des consignes, je les ai respectées à la lettre. J'ai pas été beaucoup plus créative que ça. Donc pour la première partie du concours, c'était 3 chapitres, ou non, c'était peut-être pas 3 chapitres, c'était peut-être un nombre de signes, je pense, un truc comme ça. Moi, ça correspondait à peu près à 3 chapitres. Je me rappelle avoir envoyé 3 ou 4 chapitres. Un synopsis, donc j'ai découvert l'exercice du synopsis, à ce moment-là, parce que L'enfer. comme j'avais pas soumis de texte avant, j'ai vraiment découvert avec le concours, et je pense que c'était le pire truc, vraiment. En plus, un synopsis dans un nombre de signes limité. Ah ouais, mais ça, Donc, oui, sinon c'est pas drôle. bah oui, sinon c'est pas drôle. Donc vraiment l'enfer. J'avais fait donc le synopsis, un petit résumé, je pense, et après il y avait une partie résumé de l'univers, et des fiches personnages. Pour le coup, le petit truc en plus que j'avais fait, il disait qu'on pouvait illustrer son dossier, et je sais aujourd'hui que beaucoup d'auteurs et d'autrices ont des dossiers, mais vraiment magnifiques. Des trucs que quand je les vois, je me dis: «Waouh, c'est dingue, j'arriverai jamais à faire un truc pareil». Et moi, ce que j'avais fait, c'était, en fait, ma compagne, elle est illustratrice, et donc je l'avais un peu exploitée. pour J'adore. Faut toujours en profiter. Voilà, il faut le dire clairement, mais bon, elle me soutient très fort. Donc elle avait fait donc j'ai des clans, dans le champ des machines, donc elle avait fait des insignes, pour mes clans, et elle avait dessiné le portrait de mes 3 protagonistes. Donc on les avait mis dans le dossier univers et fiche personnage. Donc c'était un petit dossier un petit peu illustré quand même. Voilà, et je crois que pour la première partie, c'était tout.
Donc oui, c'est ça, je me rappelle les 3-4 premiers chapitres, le synopsis, le résumé, ce petit dossier-là, univers, personnage, qui était super intéressant à faire. Je me rappelle que ça avait bien plu mes présentations de personnages. Du coup, je donne un petit tips là, tant que j'y suis, un petit conseil. On Hem, prend. je me rappelle que donc j'avais donné une description du personnage, sa personnalité, ses objectifs, ses enjeux et j'avais mis, qu'est-ce que le personnage dirait de lui-même en 3 mots, 3 adjectifs et qu'est-ce que ses proches diraient de ce personnage. Donc voilà, j'avais présenté mes Mmh. personnages comme ça, sous ce prisme. Je trouvais ça intéressant parce que ça montre un peu la complexité, par exemple, d'un personnage qui a pas confiance en lui, qui va penser des choses de lui, pas terribles versus ce que ses proches pensent de lui. C'était un peu la manière que j'avais trouvée pour montrer un peu, enfin, un peu les nuances, voilà, des personnages. Hem Et c'est tout pour ce dossier et puis ensuite donc il y avait 15 finalistes et là, fallait juste envoyer le synopsis, pas le synopsis, je suis traumatisée par le synopsis. Oui, j'avoue. Le manuscrit au complet. Faut Ouais, envoyer que des synopsis, j'en peux plus de tous ces encore un synopsis. synopsis. C'est ça. Ma question, c'est où en étais-tu dans la construction de ton récit, au moment où il y a eu le concours? Ouais, Donc du coup, tu as dû finir en pas longtemps. Et ouais. est-ce que tu as eu le temps de faire des réécritures ou est-ce que tu l'as envoyé Mmh. brut du coup? Brut, assez brut. OK. En fait, ce qui s'est passé, c'est que, alors, enfin, brut, oui et non, dans le sens où, j'écris des premiers jets vraiment clean, déjà vraiment propres. Hem, je peux passer 2 heures sur un paragraphe en premier jet. Enfin, du coup, j'ai du mal à lâcher un chapitre, tant que j'en suis pas vraiment satisfaite sur le fond et sur la forme. Donc disons que brut dans le sens où j'avais pas eu le temps de faire de réécriture, parce que je fais quand même des réécritures, après. J'avais pas eu le temps de faire de réécriture et j'avais pas eu le temps de faire un peu ce truc de, je vais checker s'il y a pas d'incohérence maintenant que j'ai le texte en entier sous les yeux, enfin, ce qui est hyper important quand même à faire. C'est pas mal. Et du coup, j'avais envoyé en fait mon premier jet, les derniers chapitres en plus qui étaient moins relus quand même que les premiers. J'avais fait une petite relecture, pas de réécriture, mais une relecture en mode antidote, pour les répétitions, ce genre de choses. Et j'avais fait aussi de l'alpha lecture, en même temps avec ma meilleure amie qui, bah, du coup, je pense à l'époque, elle lisait 3 chapitres par 3 chapitres, me faisait des retours que j'essayais d'intégrer un peu au fur et à mesure. Donc j'avais quand même eu un autre regard sur le texte, j'avais eu quelques retours, mais c'est vrai que j'ai dû finir d'écrire le chant, je pense, peut-être, 10 jours avant la deadline et après j'avais encore le dossier à constituer. Donc je l'ai pas tant relu, enfin, alors que par la suite, enfin, peut-être on en reviendra après, mais par la suite, j'ai fait quand même une grosse réécriture, quoi, qui était vraiment nécessaire. Donc il était quand même plutôt brut, je dirais, quoi. Mmh, OK. Bon, c'est rassurant, mais c'est bon à savoir. C'est-à-dire que bon, après tu fais des premiers jets propres, donc forcément ça aide. Mais oui, on va reparler du retravail juste après. Juste avant qu'on parle de ça, j'ai une dernière question. Comment te sentais-tu quand tu l'as envoyé? Et est-ce que, c'est une question un peu bête, c'est un peu la question bête des journalistes, mais est-ce que tu t'es dit une seule seconde que tu pourrais gagner? Alors comment je me sentais quand je l'ai envoyé? Super stressée. Très stressée. Je me rappelle que j'avais envoyé un DM à Big Bang, pour leur dire, je crois que j'avais pas reçu d'accusé de réception ou, en fait, on a envoyé le dossier, puis il y avait un message sur le site, «Merci d'avoir envoyé votre dossier», et du coup, je leur avais envoyé un message pour dire: «Mais c'est tout ce qu'on doit recevoir, on doit pas recevoir un mail et tout de confirmation». Enfin, j'étais super stressée. Après, du coup, parallèlement, je l'avais envoyé à d'autres, enfin, en même temps, je l'envoyais à d'autres maisons. Du coup, j'avais aussi ce stress-là de l'attente d'autres réponses, d'autres maisons. Et alors, est-ce que j'ai cru une seconde que j'allais gagner? Au début, non. Encore moins quand je recevais les noms des maisons d'édition en Ouais. parallèle, parce que je l'envoie en février, et je crois que j'ai reçu les premières réponses négatives vers avril-mai. Donc entre Ah, février et c'était rapide. avril-mai, ouais, c'était assez rapide, oui, c'est vrai, dis donc. J'ai reçu des réponses assez rapidement. Ouais, fin avril, début mai, et en plus, c'était des réponses qui étaient un peu plus détaillées que les autres, quoi. On «Vous êtes passé par le comité de lecture, ça nous a plu, mais on veut pas une dystopie en ce moment», voilà, c'était à ce moment-là. Ouais, assez rapide, c'est vrai, avec du recul.
Bah, c'est bon Ouais, signe, ouais. finalement. Ça veut dire qu'ils ont vu ton truc, qu'ils ont été attirés assez rapidement, finalement. Ouais, c'est peut-être ce qui s'est passé, c'est vrai. Mais du coup, bah, comme je recevais ces noms en parallèle, ça m'avait fait me dire: «Bon», en plus, j'avais un peu ce truc de me dire: «C'est ton premier manuscrit, c'est rarement le premier manuscrit qui fonctionne». J'espérais quand même aller, pour être tout à fait honnête, parmi les finalistes. Parce que je savais que les finalistes auraient au moins un retour Mmh. sur leur texte et moi je le prenais un peu comme une expérience pour me dire: «OK, j'ai beaucoup de choses à apprendre, ça va m'aider à apprendre des choses». J'espère aller au moins parmi les finalistes. Après j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de participants, il y en avait plus qu'au premier concours, presque 700, un truc comme ça. Et je savais pas du tout combien il y aurait de finalistes en plus. Donc bon, j'espérais quand même aller, ouais, parmi les finalistes. Je me disais pas que j'allais gagner, sur cette première partie d'année, surtout avec les réponses négatives à côté. Et puis en plus, j'avais commencé à me lancer dans un autre projet, bah, du coup, la Dark Academia, là, que je reprends en ce moment, que je reprends à peine parce que du coup, le chant a absorbé tout mon temps Ah oui, j'imagine. après. Et sur cette Dark Academia, je me disais, bah, du coup, j'avais déjà écrit un premier manuscrit, je voyais toutes les erreurs que j'avais pu commettre. Donc, je réfléchissais au chant qui était parti dans la boîte de Big Bang avec ses erreurs et je me disais: «Bon, ça va pas le faire, mais c'est pas tant pis, au moins j'aurais appris, quoi». Et du coup, bah, après, j'ai commencé à espérer un peu plus quand j'ai su que j'étais parmi les finalistes. Du coup, raconte-nous comment ça s'est passé à partir du moment où bah, tu as envoyé le dossier. Quand est-ce que tu as eu ta première réponse? Et ensuite, la réponse finale, etc. Et jusqu'à aujourd'hui, la publication, quoi. Ouais, Raconte-nous tout le cheminement. tout. Tout. Je veux tout savoir. Tous les détails. Alors, j'ai reçu la réponse pour la finale, mi-juillet. Donc sachant que j'avais envoyé mon dossier, début ou mi-février. Ah, il y a 2 ans. Waouh, ça passe trop vite, c'était il y a 2 ans maintenant. Ouais, c'est fou. Ouais, c'était ça, début mi-février, donc 2024 et annonce des finalistes, mi-juillet, donc déjà belle attente à Mmh. ce moment-là. Bon, ce que je comprends parce qu'ils avaient reçu, ouais, plus de 600 dossiers, forcément c'est pas rien. Hem, donc là, j'apprends qu'on est 15, finalistes, qui est à la fois peu par rapport aux 600 et quelques et beaucoup. Ça reste quand même beaucoup. On se dit: «Bon, OK, là, c'est une chance sur 15, c'est mieux, mais espère pas trop quand même». Du coup, à ce moment-là, j'étais un peu dans un état d'esprit de je savoure déjà, le fait d'être parmi les finalistes parce que ça veut dire que le texte, il a quand même des qualités. Ça veut dire que je peux continuer enfin, évidemment, je peux continuer à écrire même si je suis pas dans les finalistes, mais c'était Oui, ça voilà, fait un boost de confiance en soi, quoi. exactement. C'est un petit boost de confiance. On se dit: «Bon, j'ai pas trop mal fait les choses». Donc ouais, c'est un petit boost, qui m'a poussée à avancer encore plus sur ma Dark Academia à côté, de me dire: «Bon, voilà, je vais m'en sortir avec ce deuxième manuscrit». Et ensuite, donc dans le mail, il disait qu'il nous donnait une réponse à la rentrée. La rentrée, c'est super large. Je me suis dit: «Oh là là, c'est quoi la rentrée? C'est première semaine de septembre? Est-ce que ça dure jusque fin octobre pour les maisons d'édition? Comment ça se passe?» Ah, les questions qu'on se pose dans ces moments-là, c'est Mais fou. vraiment, c'était horrible et encore à ce moment-là, je connaissais assez mal les maisons d'édition, donc j'avais quand même l'espoir que ce soit en septembre. Mais non, Non? non, quand une maison d'édition te donne une date compte 3 mois de plus, globalement, c'est ce qui s'est passé. Ah merde. C'est ce qui s'est passé. Donc bon, septembre, j'attends hyper impatiemment. Évidemment, tu peux t'imaginer, moi, il m'avait dit la rentrée. Donc 1er septembre, je me dis: «OK, là, d'une minute à l'autre, dans ma boîte mail, j'ai un mail de Big Bang». Donc je rafraîchissais tout le temps mes mails. Dès que j'avais une notification, c'était tellement devenu insupportable que, j'avais désactivé mes notifications Gmail, quoi. Après je me disais: «Non, c'est pas possible, ça va me rendre dingue». Ah ouais, j'imagine. Ouais, c'était dur. Du coup, après, j'ai pris un peu de recul quand j'ai vu fin septembre que j'avais toujours pas de réponse. Je me suis dit: «Bon, tu peux pas vivre comme ça. Tu peux pas attendre, constamment les notifications. Au bout d'un moment, il faut se détacher un peu». Ce que j'ai fait, j'ai rencontré d'autres éditeurs, entre-temps pour ma Dark Academia, même si ensuite ça a été mis en pause du coup par le chant. Je me suis projetée un peu plus sur mon projet suivant et j'ai mis un peu le concours de côté. Je me suis même dit, arrivé mi-octobre: «Bon, ils ont choisi leur texte, c'est sûr.
Mais ils n'ont pas encore prévenu les personnes qui sont pas lauréats, du coup, et donc j'ai pas gagné, et c'est OK, mais du coup, ils m'ont pas encore prévenu. Du coup, je me suis imaginé ça. Et ensuite, juste avant le salon de Montreuil, donc mi-novembre, je reçois un mail donc de la directrice éditoriale de Big Bang, qui est aujourd'hui mon éditrice, donc Hélène, qui me demande mon synopsis du tome 2. Parce que le chant était à la base une duologie. C'est plus une duologie aujourd'hui, hein. C'est un stand-alone. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. OK. Ouais, c'est un one-shot. Et en plus, moi, au cours de l'année, je m'étais dit que si le chant était un jour publié, finalement, je ne voulais plus que ce soit une duologie, je voulais que ce soit un one-shot, parce que, en réfléchissant à ce tome 2, je m'étais dit, en fait, il faut mieux un gros stand-alone qui soit vraiment efficace, plutôt qu'une duologie. Donc moi, je m'étais totalement détachée de cette idée de duologie à ce moment-là, mais la directrice éditoriale de Big Bang te demande un synopsis pour ta duologie, tu fais quoi? Tu fais ton synopsis Encore un pour ton tome 2. synopsis. Oh là là. Encore un synopsis pour un tome que je ne voulais pas écrire en plus. Horrible. Horrible. Mais bon, je me suis dit, bon, je vais quand même le faire parce que, mine de rien, du coup, le chant tel que je l'avais envoyé n'avait pas de fin. Donc, je me suis dit, il faut quand même il y aura quand même une fin, quoi qu'il en soit, mais si un stand-alone, il manque quand même un gros tiers du roman minimum, quoi. Donc, en fait, j'ai fait un synopsis sur cette fin que j'imaginais pour le chant. Je l'ai envoyé, et je me rappelle que Hélène me répond qu'elle revient rapidement vers moi. Je crois même qu'elle me dit, je reviens vers vous la semaine prochaine. J'ai attendu encore 3 semaines. Faut multiplier par 3 à chaque fois. Vraiment, c'est la règle vraiment des 3. C'est par 3. Mais à l'époque, je savais pas, donc c'était horrible. C'était vraiment horrible. Surtout que je m'étais dit, bon, si elle me demande un synopsis, tu sais, tu te fais tous les scénarios dans ta tête. Tu dis, OK, c'est que probablement, ils ont affiné leur leur shortlist. Ils ont fait une shortlist. Je suis dans cette shortlist, mais tout n'est pas gagné. Ils hésitent encore par rapport à ce qui va se passer dans mon tome 2. Donc, évidemment, énorme stress, parce que là, moi, j'avais déjà un synopsis de prêt pour ce tome, mais là, je le prends, je le trouve nul. J'ai réfléchi, je me rappelle, je ne l'ai pas envoyé le jour même à Hélène. Je lui ai dit, je peux revenir vers vous demain, parce que j'ai travaillé toute la nuit dessus, concrètement. Ouais, c'était un peu particulier. Et du coup, silence radio pendant 3 semaines. Et là, on arrive, je me souviendrai toute ma vie, je pense, le 17 décembre. Donc, 3 bonnes semaines, quoi. Et je reçois, du coup, le fameux mail de Hélène encore, pour me dire, donc, cette fois que, félicitations, Défaillant est lauréat de la seconde édition du concours d'écriture Big Bang. Et je reçois le mail, et j'étais au travail, j'étais au bureau en plus ce jour-là, j'étais même pas en télétravail ou quoi. Et je reçois le mail sur mon téléphone. Je pose mon téléphone à plat contre le bureau, mais vraiment l'écran contre le bureau. Et je continue à travailler. Dissociation totale. Dissociation totale. Vraiment dissociation totale. Mais pendant, je pense, 5 bonnes minutes, peut-être plus, je travaille comme si de rien n'était. J'attends. J'écris mes mails. Et là, je pense, mon esprit se reconnecte à mon corps. Et je me dis, attends, wait a minute. Et je reprends le mail, et je me rappelle, je sors de l'open space, en plus open space, quoi. Donc, je sors Super de l'open discrète. space, horrible, et j'appelle ma compagne, et vraiment, je lui dis, je crois que vraiment, il me semble que je lui ai dit comme, je crois que j'ai gagné. Un mot vraiment comme ça, mais comme si j'étais pas sûre. Et alors elle explose de joie, trop contente. Et moi, je sais pas, une espèce de vide émotionnel. C'était trop gros, je pense, sur le moment. Ouais, je comprends. Ouais, cette espèce de dissociation, quoi, qui ensuite s'est transformée en panique. Je sais pas, hein, je m'en explique pas aujourd'hui. Mais du coup, je sais pas, c'était trop soudain. Il m'aurait fallu un pré-mail avant ce mail pour me dire, bon, on va t'envoyer un mail dans quelques heures. Peut-être que tu as gagné le concours. Ah non, ça aurait été pire, je pense.
Ouais, Imagine. ça aurait été pire. En plus, dans quelques heures, c'est-à-dire dans 3 jours. Donc pendant 3 jours, c'est un Ouais, peu... exactement. Qu'est-ce qui se passe? Voire 2 semaines après encore. Mais ouais, je sais pas, j'ai un peu dissocié et ouais, c'était assez drôle, quoi. Et j'ai tellement dissocié que, du coup, Hélène me propose qu'on se parle de vive voix, dans la journée, quoi. Et moi, je lui réponds, «Bah, est-ce qu'on peut faire ça demain, plutôt?» Parce que je savais que je serais incapable de lui parler. Donc moi-même, je me suis imposé 24 heures supplémentaires avant de discuter avec Big Bang. Mais en même temps, je comprends. Je pense que j'aurais fait pareil. Ah ouais, Il faut un c'était moment de... ouais. où ça redescend, quoi. Exactement. Ouais, fallait vraiment, un moment de je savais que j'avais besoin de me retrouver avec Mélanie, bah, du coup, ma compagne Mélanie, quelques heures à la maison pour en parler avant de parler, du coup, avec Hélène. Et donc c'est ce que j'ai fait et donc le lendemain, Hélène, j'ai eu un rendez-vous avec elle, en visio et c'était toujours super, surréaliste. Enfin, c'était trop étrange pour moi et alors c'était trop drôle. Il faudra que je lui dise un jour à Hélène, je crois pas que je lui en ai parlé, mais le rendez-vous concrètement, c'était, «Bon voilà tout ce qui ne va pas dans ton roman» et je me rappelle même lui avoir dit: «Pourquoi j'ai gagné du coup?» J'adore. Et après elle m'a dit: «Non, non, mais c'était très bien, mais voilà, il y a de la réécriture à faire». Mais j'étais 100 d'accord avec elle. Moi, j'y avais pensé beaucoup dans l'année et c'est pour ça d'ailleurs que j'y croyais plus trop parce que je me disais: «Waouh, il y a ça, ça, ça qui ne va pas». Et du coup, bah, j'étais hyper alignée avec elle, et en plus, elle m'a proposé d'elle-même à ce moment-là, elle m'a dit: «Est-ce que tu penses que ça pourrait, tenir finalement en un stand-alone, donc un seul tome?» Donc gros soulagement et puisqu'on était aussi alignés là-dessus, on décide à ce moment-là donc que ce sera un seul tome, un tome unique et voilà, c'était trop bizarre. C'était très bien, mais c'était très étrange, de parler, bah, du coup, de la suite très concrètement. D'un coup, tu es catapultée dans ce monde-là et en plus, du coup, comme c'était le 17 décembre, c'était juste avant, genre vraiment 2 3 jours avant les congés de fin d'année, en fait. Du coup, tout Big Bang, évidemment, partait en congé, quoi. Mmh. Et du coup, on s'était donné rendez-vous, je crois, le 20 janvier dans les locaux et j'ai passé tout ce temps à me dire: «Non, mais je pense qu'ils vont changer d'avis». Oh! Mais non. Je C'était tellement trop que vraiment, je me rappelle ces vacances, de fête de fin d'année où j'étais avec ma famille, où tout le monde était hyper enthousiaste et moi, j'arrêtais pas de leur dire: «Non, non, mais calmez-vous, peut-être qu'ils vont changer d'avis pendant les congés» et du coup, Mais je j'attendais ce comprends. mail. J'attendais ce mail au retour des congés de me dire: «Finalement, on a réfléchi et fini», et du coup, j'étais très rassurée de les voir le 20 janvier et qu'ils me disent: «Non, non, on n'a pas changé d'avis». Donc voilà comment ça s'est passé. Ensuite, je les ai rencontrés, ouais, fin janvier 2025, donc il y a un peu plus d'un an et là, on a discuté de la suite, de la réécriture que je voulais faire, parce que j'ai beaucoup réécrit ce que j'avais envoyé, et ensuite il fallait écrire la fin, qui correspond finalement, à la moitié puisque, en fait, j'avais écrit, déjà, 90 000 mots et ensuite, je suis montée à la fin à 180 000 donc j'ai presque réécrit, autant. Attends, je suis nulle en maths, mais Oui, c'est ouais, ça ça. fait ouais, c'est ça, c'est C'est pile la la moitié, moitié, ouais. non? Donc voilà comment ça s'est passé. Attends, est-ce que tu peux nous dire le nombre de pages ou pas? Du coup, au final. Le nombre de pages, donc vraiment, là, en mode maquette, quoi, en mode le livre comme il sera, ça sera, entre 630 et 640. Ah oui, ouais, donc beau bébé quand même. C'est un beau bébé. C'est pas Trop un bien. c'est pas un petit bébé, mais ça va. Big Bang a l'habitude des gros bébés. Oui. Heureusement, je crois qu'il y a que eux là qui auraient pu en prendre un, aussi long, en premier roman en plus. C'est vrai qu'ils m'ont pas mis vraiment de limite de mots et bah, du coup, moi non plus. Ouais, mais c'est cool. Comment ça s'est passé ensuite, du coup, la réécriture? Combien de temps tu as mis? Comment tu t'es organisée? Tu sais quoi? Et puis ça, c'est des questions qui normalement viennent après, mais on va le faire maintenant. On le fait à la OK, one again. OK. Comment tu t'es organisée pour cette réécriture? Et ouais, combien de temps ça t'a pris? Comment tu t'es sentie pendant la réécriture? Raconte-nous un petit peu tout ça.
Pour la réécriture, alors du coup, j'attendais les retours, je m'y suis pas remise tout de suite parce que j'attendais en fait les retours généraux, du coup de mon éditrice elle m'avait déjà fait pas mal de retours, du coup sur ce que j'avais envoyé pour le concours. Mais en gros, je lui avais demandé des retours généraux. C'est un peu plus de pistes sur, selon leur point de vue, qu'est-ce qui serait bien de réécrire, d'améliorer, est-ce qu'il y a des enjeux pour des personnages qu'il faudrait clarifier, ce genre de choses, des points d'univers, voilà, à retravailler, et cetera. Donc j'ai attendu ces retours généraux pendant à peu près 1 mois où j'en ai profité pour finir, à l'arrache mon premier jet de ma Dark Academia, à ce moment-là. Ce qui était vraiment très dur pour moi parce que j'écris pas à l'arrache normalement. Je fais vraiment des premiers jets très soignés, donc c'était un exercice. Et ensuite, je crois que je m'y suis remise du coup, sur le champ à peu près, en mars. Et donc, ma deadline, c'était le 1er octobre pour rendre, tout. Donc la première partie réécrite et du coup, cette deuxième partie qui, en termes de nombre de mots, correspondait à peu près à un roman en soi, quoi. Enfin, voilà. Donc ouais, c'était pas mal de choses à faire. En travaillant, à pratiquement 40 heures par semaine à côté. Donc ouais. T'as pas Ouais, fait un ouais, ouais. burn-out? Écoute, on était proches à un moment. Disons que j'ai pas pris de vacances. En gros, du coup, j'ai fait ma réécriture. Moi, j'adore la réécriture. C'est vraiment ma partie préférée. Donc ça, la première partie, c'était trop bien, c'était super fun. J'ai même réécrit des choses, que Hélène m'avait pas spécialement pointées, mais parce que moi, je trouvais que c'était beaucoup plus intéressant de le traiter comme ça. Et du coup, vraiment, j'ai fait la réécriture à fond, je me suis beaucoup amusée. Entre le moment où j'avais envoyé et le moment où j'ai réécrit, c'était passé 1 an, du coup. Ce qui fait que j'avais une toute autre vision sur le texte. J'avais pris beaucoup de recul, donc c'est pour ça que j'ai fait une grosse réécriture, que j'ai changé beaucoup de choses. Et cette réécriture, je pense qu'elle m'a bien pris, de mars à peut-être fin juin, ce qui paraît pas forcément beaucoup, mais enfin, je sais pas, d'ailleurs, je me rends pas compte. Ça dépend les rythmes de chacun, je pense. Ben ouais, moi je trouve ça trop bien parce que je suis tellement longue pour mes réécritures que je me dis waouh, c'est super rapide. Ouais, mais du coup, c'était la contrainte de la de la deadline. Sinon, j'aurais peut-être pris plus de temps, mais j'étais tellement contente de me replonger dans ce texte parce que je l'aime très, très fort. J'y suis super attachée et je pensais qu'il serait pas publié un jour. Du coup, j'étais tellement contente de redonner, en fait, un peu vie à ces personnages que j'aime trop et à cet univers que j'adore aussi et du coup, j'ai fait cette réécriture et ensuite ça s'est un peu corsé parce que fallait écrire une fin, quoi. Enfin, plus qu'une fin, du coup, parce qu'il y avait encore pas mal de péripéties à écrire. En gros, le chant est divisé en 4 parties de taille à peu près égale et j'avais écrit la partie 1 et la partie 2 que j'avais réécrite. Il me restait la partie 3 et la partie 4 qui, en plus, étaient des parties où les enjeux, forcément, on approche de la fin, donc les enjeux sont, plus élevés, donc c'est pas si simple, quoi et là, il fallait à la fois planifier ces 2 dernières parties, les écrire, les réécrire, faire un peu d'alpha parce que, je me sentais pas forcément d'envoyer à Hélène, sans avoir eu d'autres regards, d'autres personnes. Donc en fait, à partir de, ouais, d'à peu près, fin juin, juillet, je me suis mise à fond sur, cette écriture, avec un peu des moments, ouais, de stress parce qu'il y avait ce côté, bon, tu pas le temps en fait de bloquer 2 semaines sur un chapitre quand tu as une deadline. Hem, Ce que j'avais pas connu avant. Enfin, j'avais un peu rushé ma fin sur le concours, forcément, mais c'était quand même pas la même chose. Là, c'était un regard enfin, c'est bon, il m'avait signé, il me faisait confiance, je voulais pas décevoir, et moi-même, je voulais vraiment donner le meilleur pour ce roman, je voulais pas le bâcler, quoi. Enfin, ça m'aurait vraiment brisé le cœur, je pense, de pas faire ce que je voulais sur, sur ce roman. Je pense que tu Ouais. vois de quoi je parle. Oui. Du coup, ouais, c'était un peu, donc l'avantage, c'est qu'on arrivait un peu dans les congés d'été, donc j'ai passé mes congés d'été, concrètement à écrire. Moi, j'écris tôt le matin, donc j'ai aussi la chance d'avoir un travail. Je pense que j'empiète sur d'autres questions là, mais tant pis. Du coup, tu Non, auras la vas-y, je t'en réponse. prie. J'ai la chance enfin, j'ai un travail concrètement où je commence à travailler vers 9h, 9h30 du matin.
Après, je travaille à peu près jusqu'à 18h30. Et du coup, le matin, je pouvais me lever à 6h, 6h30 et écrire à peu près 2 heures, 2 heures et demie avant de commencer ma journée de travail. Donc, je faisais ça. J'écrivais entre midi et 2 quand j'étais en télétravail aussi. J'écrivais tous les week-ends. J'ai écrit toutes mes vacances. Et en effet, je recommande pas. C'est vraiment, j'étais épuisée. À la Ouais, fin, ouais. oui, parce que tout ton temps libre, en fait, tu écrivais, quoi. Ouais, j'écrivais non-stop, j'étais un peu stressée, enfin non, elle est très stressée, stop les euphémismes. J'étais très stressée parce que, du coup, j'avais pas autant de temps à accorder à la réécriture que je voulais. Parfois, j'envoyais des chapitres à mes alpha lectrices, où moi-même je me disais: «Ce chapitre pourrait vraiment être mieux» et du coup, quand elles me pointaient ce qui allait pas et que j'étais d'accord, je me disais: «Oh, il va falloir que je le réécrive». Hem et du coup, enfin voilà, fallait pousser ce roman au max de ce qu'il pouvait être, mais forcément dans un temps, quand même très serré. Je me rendais pas compte qu'il était si serré que ça d'ailleurs quand, on s'était mis d'accord sur une deadline. Mais de toute façon la deadline, on pouvait pas trop la bouger parce que, après il y a un calendrier éditorial quoi. Donc, fallait qu'il sorte à tel moment et du coup, voilà, fallait que moi je le rende à tel moment. Et du coup, ouais, ça a été compliqué, j'ai pas fait un burn-out, mais mon corps m'a quand même dit: «Stop». À un moment, je suis tombée un peu malade, très, très malade. Si Mélanie, si ma compagne écoute ce podcast, elle me dira, encore un euphémisme. Non, j'ai été vraiment, j'étais vraiment pas bien, mais physiquement, quoi. C'était pas mental, c'était mon Mmh. corps, il m'a dit: «Stop». Ce qui a compliqué encore le rendu, ensuite au 1er octobre, mais j'y suis arrivée. Hem Tout en étant pas 100 satisfaite, du résultat pour la partie 3 et 4. Mais du coup, je l'ai expliqué à mon éditrice, ce que j'aurais dû faire dès le début. Ça, c'est vraiment un conseil que je donnerais. Il faut parler, aux personnes à qui on travaille, à son éditeur, à son éditrice, parce que même quand il y a des deadlines, on peut toujours un peu s'arranger et Oui, heu puis ils sont là pour et accompagner, ils sont pas là pour, te descendre, quoi. exactement, exactement et je pense que beaucoup de primo-auteurs peuvent avoir ce truc de se dire: «Ah là là, il faut que je fasse un truc parfait, il faut vraiment que ce soit, top, il faut qu'ils se rendent compte qu'ils peuvent me faire confiance». Et du coup, j'ai pas le droit à l'erreur alors que non, on est des êtres humains, ils le savent bien, ils sont hyper, compréhensibles là-dessus. Enfin, en tout cas, c'est le cas chez Big Bang, ils sont vraiment géniaux et du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai envoyé au 1er octobre, mais ensuite, pendant que mon éditrice travaillait sur les premières parties du roman, moi, j'ai pu reprendre les points qui me plaisaient moins sur les dernières parties du roman et du coup vraiment les renvoyer avec, un résultat qui me plaisait vraiment beaucoup, beaucoup plus, quoi. Donc voilà, je pense que j'ai répondu à la question. Oui, oui, c'est bon. J'ai aussi une question par rapport, à la DA de la couverture et cetera. Comment ça s'est passé pour la création? Est-ce que, tu as pu, choisir qui allait, illustrer ou comment ça se passe, chez Big Bang pour ça? Alors, je pense que ça dépend des cas, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que, en fait, Hélène m'a proposé donc, moi, l'illustratrice, c'est Vélinxy, qui est donc une illustratrice, américaine qui est assez connue parce qu'elle fait du webtoon, à la base. Elle est très, très suivie sur les réseaux sociaux et en fait, Hélène aime beaucoup son travail et elle me l'a proposé et il se trouve que, du coup, ma compagne, elle est super fan de Vélinxy. Mmh. Elle adore et du coup, quand je lui ai montré en disant: «Ah, tu connais Vélinxy?» Elle était: «Ah, tu rigoles? Tu rigoles? Vélinxy, il te propose Vélinxy?» J'adore. donc donc moi, ça m'a énormément emballée, je suis allée voir ce que faisait Vélinxy et en fait, c'est vrai que, j'étais très fan du fait que, c'est une illustratrice qui fait beaucoup de vraiment de grandes compositions. Elle fait des très beaux décors et j'avais un peu envie, moi, pour la couverture, de quelque chose qui allait un peu se distinguer en librairie. C'est vrai qu'on voit beaucoup de romans avec, ce qu'on appelle, je crois, des plans américains, mais en gros, les personnages coupés à peu près au niveau de la taille, enfin, on le voit pas mal, et globalement, on a aussi beaucoup en dystopie, de représentations de personnages dans des plans assez près. Hem
Et je savais que, du coup, il y avait Absolu qui avait eu un grand succès, qui était présent en librairie, et qu'il fallait une couverture qui se différencie quand même, un petit peu. Je pense que c'était aussi la volonté d'ailleurs de Big Bang, quoi, parce que c'est quand même 2 dystopies dans la même, collection. Et du coup, ça paraissait d'être une super idée, voilà, d'avoir une illustratrice avec un style vraiment très différent et qui pourrait avoir une compo vraiment avec un décor super travaillé, ce qui d'ailleurs est assez rare en dystopie. Où on a plutôt soit des choses très sobres, soit des plans de personnages, mais rarement, voilà, un décor avec pas mal de couleurs. Nous, en plus, on est parti sur du orange et du vert, donc assez particulier, quoi. Et après sur tout ce qui est, typo, donc en fait, j'ai été très consultée moi, enfin vraiment je leur ai dit plusieurs fois à Big Bang, enfin vraiment merci plein de fois parce que, à la fois sur les croquis que nous envoyait Velinxi, à chaque fois moi j'étais dans la boucle, on me demandait ce que j'en pensais. Quand il y a des choses qui me plaisaient pas, c'était tout de suite pris en compte. J'ai pu faire vraiment beaucoup de propositions sur les personnages, sur, les couleurs utilisées, sur, la composition de manière générale. Et Velinxi était géniale parce qu'elle a refait vraiment plein de fois les croquis, enfin elle a été top. Et après sur la typo, l'idée c'était d'avoir quelque chose qui rappelle un peu en fait c'est une typo qui rappelle un peu les dystopies, pas les dystopies, la sci-fi, un peu les classiques, quoi. C'est vrai que c'est une typo, très sci-fi, enfin, on n'en a pas parlé en ces termes, mais je pense qu'on voulait tous quelque chose d'assez simple parce que la couverture est très chargée. L'illustration est Mmh. très chargée, mine de rien. Il y a beaucoup de décors, donc on a 2 personnages, on a un effet de en dessous, au-dessus avec, un personnage Orion qui est à la surface, Astia qui est dans les bunkers. On a un jaspage avec un défaillant dessus. Donc c'était très, très chargé, il y avait beaucoup d'informations. Donc l'idée, c'était d'avoir une typo, voilà, assez simple et ensuite de la dorure parce que c'est toujours chouette de la dorure. Donc mon nom est autour du titre. Ça se voit pas pendant le cover reveal parce que c'est une maquette, quoi. Mais en gros, il y aura de la dorure, verte. Voilà, c'était pour matcher un petit Oh. peu avec, Ouh, ouais, déjà j'adore la dorure et en plus la ça va être dorure trop beau. verte, je suis très fan. Donc l'idée c'était quand même de faire un peu ressortir le titre malgré cette police du coup qui est un peu plus, enfin assez simple. Donc avec cette dorure, voilà. Donc et j'ai été, vraiment très consultée sur toutes les étapes. Donc c'était trop bien. Franchement, Ouais, ouais, c'est c'était cool. super. Mmh. Mmh. Comment tu te sens là, à l'approche de la sortie? J'imagine que tu dois être stressée et j'aimerais aussi savoir comment, comment tu aimerais que le livre soit reçu et comment tu te représentes tes futurs lecteurs et lectrices? Alors, comment je me sens à l'approche de la sortie? À la fois super impatiente. Là, en plus, c'est, donc le roman, donc on est le 23 février, donc le roman sort au moment où on fait cet épisode. On est le 23 février en tout cas. Donc pour moi, là, le roman va sortir dans un peu moins de 3 mois. C'est à la fois, long et court. C'est long parce que, il y a quand même 3 mois à savoir que là, c'est bon. Enfin, chaque semaine, enfin, c'est vraiment un peu un compte à rebours dans ma tête, quoi. Et en même temps, ça va arriver vite parce qu'il y a toute la promo à faire qui va commencer là, cette semaine, vraiment. Là, on a eu le cover reveal, mais du coup, on va faire la promo avec Big Bang. On a prévu certaines choses, moi aussi de mon côté. Donc ça va être sympa à faire. Stressée, évidemment, enfin, globalement très stressée. Très, très stressée, mais c'est du bon stress, je pense. Mmh. C'est quand même la concrétisation, déjà d'un rêve d'être publié. J'ai travaillé énormément sur ce roman parce que, du coup, il y a eu, toute la réécriture de mon côté, l'écriture de la fin, mais ensuite il y a le travail éditorial, évidemment. Donc on a fait un très beau travail éditorial avec Hélène. Ensuite, il y a les corrections. Ensuite, il y a la relecture sur la maquette que je viens à peine de terminer il y a quelques jours. Donc vraiment ce livre, je l'ai lu 5 fois en plus de l'avoir écrit, donc il faut Oh qu'il là là. sorte là. Tu le connais par cœur. Je le connais par cœur. Et du coup, forcément, vu que moi je le connais par cœur, vu que je l'ai lu 5 fois, j'ai envie que d'autres personnes enfin le lisent. Donc comment j'ai envie qu'il soit reçu? Hem, bien. Non, j'aimerais, vraiment que, les messages que je
voilà, que je fais passer à travers soit reçues. Je serais hyper curieuse aussi de savoir s'il y a d'autres choses que moi j'ai pas vues, que d'autres personnes vont voir, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont très inconscientes aussi, même si j'ai toujours essayé de beaucoup réfléchir mes choix, pourquoi tel personnage a cette trajectoire et tel autre a cette trajectoire. Je trouve ça d'autant plus important quand on a des personnages féminins, masculins, qu'on veut sortir de rôles stéréotypés, quand on a des personnages queer, comme je le disais. Enfin voilà, il y avait toute cette réflexion, mais il y a peut-être des choses aussi voilà, que d'autres personnes vont voir. Donc j'ai très hâte d'avoir des retours. J'espère avoir des retours parce que j'ai super envie d'échanger. Enfin, je trouve ça. Moi, j'ai commencé avec la fanfiction et ce qui était super précieux, c'était justement ces échanges avec à la fois les autres lecteurs et les autres auteurs, autrices de fanfiction. Enfin, c'était vraiment c'était super chouette à l'époque. Et c'est vrai que quand on écrit un roman, on est très seul dans le processus. Mine de rien, on n'a pas. Enfin, moi, j'avais 2 bêta lectrices qui étaient super, mais on n'a pas de regard extérieur de personnes qui n'ont pas de c'est bizarre dit comme ça, mais d'affect pour nous, Ouais. qui vont juste être là pour l'histoire. Puisque moi, mes bêta lectrices, c'est des amies, qui ont été, je pense, très, très, très sincères, d'autant plus qu'il y en a une qui est, éditrice dans sa vie, professionnelle. Donc Pratique ça. ouais. Ouais, c'est ouais, assez pratique. Mais là, ouais, avoir, des retours d'autres personnes, qui ne me connaissent pas, qui vont peut-être apprendre aussi à me connaître un petit peu à travers ce roman, à travers, les réseaux, à travers les rencontres en dédicace, en salon, puisque, je pense que je peux pas trop en dire, mais il va y en avoir pas mal de prévus. Ouais, Donc il y aura j'imagine. plein Trop bien. d'occasions. Ouais, c'est trop chouette. Vraiment, là, je commence à avoir un peu les dates et il va y avoir vraiment beaucoup d'occasions de rencontrer donc les lecteurs, les lectrices, dans les mois qui vont suivre la sortie. Donc ça, j'ai trop hâte. Ça vraiment, j'ai super hâte. J'espère que, ouais, que ce roman va toucher du monde et que des lecteurs vont me le dire, qu'on va pouvoir en parler, qu'on va pouvoir avoir un peu des réflexions aussi autour de ce qui est abordé dans le champ des machines. Parce qu'il y a quand même des sujets, enfin c'est une dystopie, donc c'est des sujets quand même assez aussi assez sérieux. Voilà, j'ai trop hâte d'avoir des retours aussi sur mes personnages parce que moi je suis une lectrice aussi qui j'attache beaucoup d'importance aux personnages en tant que lectrice. C'est ce qui m'attire le plus. Je peux être convaincue par n'importe quel univers, même pas très travaillé, tant que les personnages sont géniaux. Et en tant qu'autrice, je sais que c'est ce qui me tient le plus à cœur. Plus que l'univers, moi, c'est vraiment aussi les personnages. Donc, j'espère que mes personnages sauront toucher des lecteurs et des lectrices. Heu, voilà, et j'aimerais bien, en young adulte, on a un peu ce truc particulier, on touche à la fois des ados et des personnes jusqu'à 30-35 ans, même plus. Moi, je vais avoir 30 ans cette année et je lis encore, beaucoup de young adultes et je pense pas arrêter, de sitôt et je connais pas mal de gens, dans leur trentaine qui adorent le young adulte et en même temps, je me rappelle d'une fois où j'avais pitché, Le Chant des machines à mon petit frère, à la terrasse d'un café et un adolescent de, je sais pas, peut-être, 12-13 ans, donc trop jeune à l'époque pour lire Le Chant des machines, mais comme c'était il y a 2-3 ans, maintenant il a peut-être il a peut-être l'âge. Mais en fait, j'avais pitché sans que le chant soit signé, quoi que ce soit, et il avait entendu, il était venu me voir, et il m'avait demandé le nom du roman pour qu'il puisse aller l'acheter. Et Oh, j'aimerais j'adore. beaucoup. Moi, c'était vraiment adorable et d'autant plus contente parce que c'était un garçon et que c'est plus dur d'avoir des lecteurs que des lectrices. Les filles lisent plus dans cette tranche d'âge plus jeune, donc du young adulte. Donc j'espère avoir aussi des plus jeunes lecteurs aussi autour de 15 ans. Ça serait super chouette parce que je pense que c'est des sujets importants aussi pour un lectorat de cet âge-là. Voilà. Bah, je te souhaite d'avoir tous ces lecteurs-là. Et j'en ferai partie. Alors, j'ai fini la partie 1. Mais j'ai mis des petites questions d'après. J'ai un peu remanié tout ça. J'aimerais qu'on parle de tes habitudes d'écriture maintenant. Mhm. Donc la question un peu phare de mon podcast, c'est es-tu architecte ou jardinière? Architecte. Architecte. Alors, architecte, mais un peu bancal, je dirais, parce que je fais des plans, je fais des fiches personnages, je fais des fiches univers. Les fiches univers et les fiches personnages, une fois que je les ai faites, je ne les regarde plus jamais.
jusqu'à la fin du processus d'écriture. Je pense que je l'ai fait pour me rassurer. Par contre, c'est trop bien parce que ça me fait beaucoup rire. Là, dernièrement, j'ai repris mes fiches univers et personnages du Champ parce que je cherchais une info. Et du coup, j'avais marqué des trucs sur des personnages sur mon univers et je me disais: «Ah bon? Tiens, c'est drôle, j'avais écrit ça sur tel personnage, je ne l'ai jamais utilisé». Ou sur l'univers, je ne l'ai jamais utilisé, je n'ai jamais placé ça dans le roman. Donc je pense que je fais des fiches personnages, et univers pour me rassurer. Ce qui fait que maintenant, je vais faire des fiches personnages beaucoup plus light. Je pense beaucoup plus sur les enjeux des personnages, qu'autre chose parce que je sais que, par exemple, tout ce qui va être, tic, par exemple, de langage, d'un personnage, souvent ça va me venir un peu à l'écriture et après pendant le processus de réécriture, je vais revenir dessus, enfin voilà, pour checker que c'est bien un petit peu partout, bien utilisé et cetera. Donc je fais des fiches que j'utilise pas trop, je fais des plans que j'essaye de suivre, globalement, mais je suis pas rigide. C'est-à-dire que souvent, je fais des plans, mais après, au fur et à mesure de l'écriture, je me rends compte qu'il y a besoin d'un réajustement. Donc, je vais reprendre mon plan, je vais le modifier. J'aime bien, par contre, ouais, modifier mon plan quand même pour vérifier que ça va quand même continuer à se tenir jusqu'à la fin. Donc, je suis quand même pas totalement en freestyle là-dessus. Mais pareil, ça peut aussi m'arriver d'oublier de regarder mon plan pendant 2-3 chapitres, ou alors de le regarder, de me mettre le petit résumé dans mon fichier Word ou Scrivener, peu importe sur quoi j'écris à ce moment-là, de mettre les 3-4 lignes. En général, j'écris 3-4 lignes sur ce qui va se passer dans le chapitre. Je les mets et ensuite j'écris totalement autre chose parce que à la moitié du chapitre, ça part dans un autre sens que j'avais pas prévu. Et du coup, voilà, je me laisse quand même cette possibilité de dévier un petit peu, mais globalement, je planifie pour me rassurer pas mal, ouais. Donc je dirais architecte bancal. J'aime beaucoup ce titre. Néphélie, architecte bancal. À quelle fréquence arrives-tu à écrire? Là, aujourd'hui, dans un monde idéal, pas dans un monde où tu es en mode deadline dans 2 mois, où tu écris tout le temps. Ouais. Alors, ça dépend un peu de mon niveau d'obsession du moment aussi, de la phase d'écriture dans laquelle je suis. Mais globalement, là, j'ai prévu de me remettre d'ici 2-3 semaines, du coup, enfin, je m'y suis déjà un peu remise, mais un peu plus sérieusement, à un rythme vraiment soutenu à partir de dans 2-3 semaines. J'avais besoin d'une petite pause, là, après la maquette, la relecture de la maquette du Chant des Machines. Donc, là, quand je vais me remettre dessus, je vais écrire à un rythme le plus quotidien possible. J'aime bien écrire tous les jours. Parfois, c'est pas possible, notamment les jours où je vais au bureau. Ouais, globalement, je dis tous les jours, mais je pense qu'il y a au moins 2 jours par semaine où j'écris pas. 2 à 3 jours par semaine selon le rythme auquel je vais au bureau parce que du coup, quand j'y vais, l'heure sur laquelle j'écris le matin, avant de commencer ma journée, c'est mon heure de transport. Puisque enfin, comme beaucoup de Parisiens, je suis à 1 heure de mon travail à peu près de transport. Ouais, du coup, ouais, il y a 2-3 jours par semaine où je vais pas écrire ou alors si vraiment c'est pour ça que je dis que ça dépend de ma phase, de mon niveau d'obsession. Si vraiment je suis dans un chapitre que j'ai du mal à lâcher, je vais écrire dans le métro, par exemple. Donc là, je vais écrire un petit peu plus tous les jours. Et sinon, j'écris, à peu près, ouais, 4-5 jours par semaine minimum. Quand je suis du coup, en télétravail, donc ouais, je vais écrire très tôt le matin. Un petit peu entre midi et 2 et le soir, pas trop, parce que je suis, très fatiguée le soir et je suis pas du tout une autrice du soir. Même quand je suis pas si fatiguée d'ailleurs, j'aime pas écrire le soir. Pour moi, c'est un peu plus un moment de détente, j'ai dû le faire l'année dernière et pour me tenir ma deadline et c'était vraiment pas facile, quoi. J'aime pas ça. Déjà, j'aime pas écrire dans le noir, enfin, enfin, dans le noir, ouais? j'allume la lumière, mais j'aime bien avoir la lumière du jour, c'est bête, mais et comme j'ai ce truc aussi de bien aimer boire, mon petit café en même temps, mon thé, du coup, je peux moins en boire le soir, du coup, ça me frustre. Oui, c'est vrai. Vaut mieux des Du coup, je suis infusions. plutôt, ouais, sinon il y a des infusions, ouais. Mais du coup, je suis plutôt une autrice du matin et après j'écris tous les week-ends, samedi, dimanche et là pareil, ce que je vais faire, je vais dormir un peu plus tard mais pas trop parce que je suis pas du tout une personne qui fait
des grasses matinées, heureusement pour moi d'ailleurs, sinon je sais pas comment je ferais avec le travail à temps plein. Mais globalement, ouais, le week-end, je vais commencer à écrire vers 8h30 et je vais essayer d'écrire jusqu'à 13h pour ensuite avoir quand même une vie sociale, aller voir mes amis, sortir avec ma compagne, quoi. Ouais, c'est important quand même. Ouais, c'est pas mal. Ouais, je recommande. Je recommande d'avoir une vie en dehors de l'écriture. Mais voilà, du coup, ouais, globalement, le plus possible le matin, toute la semaine, un petit peu plus le week-end, quoi. Je crois que c'était ça la question, hein. J'espère. Tu as répondu à la question que je t'ai posée et à la question d'après, donc c'est parfait. Trop bien, trop bien. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus des outils que tu utilises? Tu nous as parlé de Scrivener. Est-ce que c'est le seul ou est-ce qu'il y en a d'autres? Alors, j'écris sur Scrivener, du coup, dans la phase de premier jet. Et après, pour une raison que je ne saurais expliquer d'ailleurs, tiens, pourquoi je fais ça. Après, je passe sur. Alors, avant, je passais sur Pages parce que j'écris sur Mac. Et maintenant que j'ai commencé à faire du travail éditorial, du coup, enfin, j'ai fini d'ailleurs le travail éditorial sur le champ des machines. On travaille sur Word. Du coup, je me suis habituée à travailler sur Word. Donc, je pense que là, je vais faire un peu. C'est pas vraiment un deuxième jet. J'ai pas vraiment de deuxième jet, moi. Comme mon premier jet est clean, mais c'est des réécritures. Ouais, c'est des réécritures quand même assez light. Et là, je l'ai fait sur Word. Je pense que ça m'aide en fait de changer de média, de médium. Bon, de passer de script. Ouais, singulier. Ouais, bon. Dans ce cas-là, c'est un peu la même chose. Du coup, là, de passer. Je pense que j'ai vraiment ce truc. Ok, Scrivener, c'est un peu ouais l'outil où je fais mon premier jet, où je mets d'ailleurs mes petites fiches personnages, univers dedans. Et ensuite, quand je passe en mode réécriture. J'ai moins envie de me. Bah, ça y est, j'ai ma réponse. En fait, je pense que j'ai moins envie de me polluer, entre guillemets, l'esprit avec plein de petites fenêtres sur lesquelles je pourrais cliquer parce que c'est facile d'être distrait quand on écrit. Et du coup, j'aime bien mettre juste le chapitre sur lequel j'écris dans mon fichier Word. Et ensuite, je le consolide, enfin, je le prends et je le mets dans un fichier où je mets au fur et à mesure tous les chapitres que j'ai réécrits. Comme ça, je fais. Une première écriture chapitre par chapitre et après une deuxième où je vais prendre le fichier entièrement. Donc en gros, non, j'ai que Scrivener, Word, et c'est tout. Antidote aussi? Tu en as parlé Antidote. Oui, ouais, Antidote, ouais. Enfin, je bois beaucoup. Je bois un peu parce que je parle beaucoup. Je t'en prie. Moi aussi, je bois beaucoup. Alors que je parle pas beaucoup, mais... C'est bien de s'hydrater. Oui, je recommande aussi. Oui, Antidote, ouais, c'est vrai. Antidote, je l'utilise pas mal pour tout ce qui est répétition. Même si j'en ai toujours... Ça me rend folle, les répétitions. Ah, mais c'est dur de pas en mettre aussi. J'ai l'impression que plus on les chasse, plus elles sont là. Et puis, au fur et à mesure aussi, des réécritures, on chasse une répétition, puis on réécrit un passage, et du coup, en fait, on va remettre un petit mot. Du coup, ouais, j'essaye de faire un peu régulièrement des petits coups d'antidote. Et sinon, j'ai toujours Crisco ouvert pour les synonymes. Trop bien, Crisco. Ah ouais, trop bien. Ouais. Ah ouais, vraiment, mais je sais pas ce que je ferais sans ce site, je serais perdue, je pense. Donc ouais, Crisco, pas mal. Est-ce qu'il y a un objet indispensable sur ton bureau quand tu écris? Alors, non. Seulement mon ordinateur, vraiment. J'adore avoir un petit bureau bien rangé, avoir une petite bougie, évidemment, c'est super chouette. Je dirais, ouais, j'essaye au maximum d'avoir un truc à boire, justement pour pas faire des longues sessions d'écriture où je pense pas à m'hydrater. Donc j'aime bien avoir un petit café, un petit thé avec moi, mais rien n'est vraiment indispensable. Et ça, je l'ai appris l'année dernière quand j'avais une deadline où j'ai appris à être capable d'écrire n'importe quand, n'importe où, à n'importe quelle heure. Parfois juste sur mon téléphone. Donc oui, plus rien n'est indispensable. Ouais. À part, ouais, vraiment juste mon ordinateur ou mon téléphone dans le métro. Enfin, ça m'arrive quand faut avancer, quoi. Mais ouais, non, sinon ça va. En vrai, on va arrêter là pour la partie 2 puisque t'as répondu à pas mal de questions juste avant, donc c'est cool, on avance.
On va revenir un peu sur ton projet et j'aimerais que tu nous dises ce que tu as préféré écrire entre les dialogues et les descriptions, ce que tu préfères écrire entre les deux. Et est-ce qu'il y a des scènes particulières que tu adores écrire et d'autres que tu détestes écrire au contraire? Ok. Alors, dialogue, description, vraiment, ça dépend. Il y a des dialogues qui me viennent très naturellement et tellement naturellement que je vais ouvrir les notes de mon téléphone et les noter si à ce moment-là je suis pas en train d'écrire. Et ça va être un vrai plaisir quand j'ai un échange qui me vient comme ça de manière super naturelle. J'adore les dialogues, mais il faut vraiment être dans le moment, quoi. Les descriptions, il y a peut-être un côté un peu plus facile. Moi, je visualise beaucoup ce que j'écris. Je visualise très bien mes personnages, les décors. J'aime bien décrire. D'ailleurs, j'étais même presque un peu frustrée parce que le chant des machines, contrairement à Ma Dark Academia, c'est un première personne présent et j'avais l'impression parfois du coup d'être un peu limitée dans un certain niveau de détail pour les descriptions parce que du coup tout est très objectif, c'est du point de vue d'un personnage et je me disais non mais tel personnage va pas s'attarder sur tel et tel détail, donc j'aurais même aimé aller plus loin parfois. Donc j'aime beaucoup les descriptions, j'aime beaucoup les moments d'introspection des personnages, même si je fais pas des longs monologues internes non plus, déjà parce que ce roman fait déjà beaucoup trop de mots. 230 000 mots, allez, boum. Vraiment, ça aurait pu. Et c'est vrai que le rythme est, tu verras, le rythme est assez soutenu. Il se passe beaucoup de choses. Mais il y en a quand même. Évidemment, il y a quand même des moments d'introspection, c'est important, et ça, j'adore écrire. Donc, je dirais, ça dépend des moments, mais j'aime bien le moment peut-être plus de narration avec les dialogues, souvent. Et des moments que j'ai adoré écrire ou détesté écrire, j'aime beaucoup écrire les scènes d'action. J'adore, il y a beaucoup de tracks dans le chant des machines, j'adore écrire ça. Un peu sadique. Sadique, vraiment. Non, mais j'adore écrire tout ce qui est un peu horrifique. En fait, j'ai un vrai goût pour l'horrifique et je pense que ça, c'est ce qu'on retrouvera pas mal dans mes récits d'ailleurs. J'aime écrire ce qui est angoissant, j'aime écrire ce qui fait peur. Tous les moments un peu angoissants de ce roman, j'ai adoré les écrire. Tous les romans avec les défaillants, j'ai vraiment adoré. Ouais, peut-être un petit côté sadique. Mais bon. Bon. Ouais, c'est cool à lire. Et les moments que j'ai moins aimés, je pense que les moments... Alors, ils sont super importants, mais je pense que les moments de grande révélation, c'est des moments qui me stressent un peu, parce qu'il faut que tout tienne la route. Il faut vérifier que tout est cohérent et en plus dans un roman de cette longueur, avec pas mal alors moi je suis pas du tout une personne scientifique et je suis partie sur la science-fiction avec des histoires d'intelligence artificielle et des histoires vraiment, enfin des choses où vraiment j'avais besoin de la science, quoi. J'ai vraiment un nombre incalculable de reportages, je peux pas trop en parler parce que je vais pas trop aiguiller sur ce qui se passe dans le champ, mais c'était, ouais, ça, c'était pas toujours facile, mais passionnant. Même sur l'intelligence artificielle d'ailleurs, on connaît un peu tous l'IA générative, mais je voulais vraiment pousser le truc. Je voulais avoir vraiment des vraies réflexions, comprendre comment ça fonctionne, un serveur, un centre de données, enfin, et du coup, tous ces moments où il doit y avoir des explications avec ça qui rentrent en jeu, mais en même temps, il faut pas que ce soit ennuyant pour le lecteur qui n'y connaît rien. Parce qu'il faut pas que ce soit... C'est pas un cours sur l'intelligence artificielle, c'est pas un cours de science non plus, donc il faut faire attention. Donc le dosage était parfois un peu pénible à faire. Bon, finalement, le résultat, enfin, heureusement, à la fin, me plaît, mais c'était un peu chaud. J'imagine. Oui, du coup, tu as fait énormément de recherches tout au long du processus d'écriture, quoi. Énormément de recherches. Y a-t-il une scène qui t'a particulièrement marqué en l'écrivant et qui te touche toujours autant quand tu la relis aujourd'hui? Sans trop nous en dire, évidemment, sans trop spoiler. Bon, c'est pas un gros spoil parce que je pense que tout le monde se doute que dans une dystopie, tous les personnages ne survivent pas jusqu'à la fin. Donc, ouais. On va pleurer. Ouais, ça a été peut-être. Moi, en tout cas, j'ai eu les larmes aux yeux. C'est drôle quand j'ai écrit le passage où j'ai tué un personnage en particulier.
je sais pas que je m'en fichais, hein, je suis sadique, mais pas si froide, je suis pas sociopathe. Toi tu dis, toi tu vas. Oui, vraiment. Non, je m'en fichais pas, mais je savais que c'était nécessaire pour l'intrigue. Je savais que c'était important. Je trouvais la mort, en plus, très appropriée. Non, j'aimais bien, J'adore. j'aimais bien la façon dont ça arrivait. J'étais très contente d'avoir trouvé cette façon de mourir et tout. Enfin, donc, quand je l'ai écrit, j'étais un peu satisfaite. Et quand je l'ai relu, ça m'a mise à terre, quoi. J'avais les larmes aux yeux. Je me suis dit, mais c'est horrible et ce personnage méritait mieux. Et en plus, j'ai un peu ce truc, c'est drôle, où du coup, j'écris du young adulte, donc j'écris sur des personnages assez jeunes, quoi, qui ont globalement entre, on va dire, 18-25 ans. Et bon, alors moi-même, j'ai pas 50 ans, mais pareil, Hunger Games, quand je les ai lus en ayant 28 ans, l'année dernière, ça m'a frappé beaucoup plus fort, tout ce qui arrivait à des gamins. C'est drôle, quoi, mais vraiment à des gens de 16, 17, 18 ans, tu te dis: «Oh mon Dieu, mais fichez la paix à ces pauvres jeunes gens qui sont en pleine construction». Et là, ça me l'a fait quand j'ai relu mon propre texte. Je me suis dit: «Ah franchement, c'est horrible», et ça m'a mis les larmes aux yeux. Donc ouais, c'est une scène qui me touche beaucoup, que je suis contente d'avoir écrite, mais qui m'a fait du mal. Voilà, donc j'espère que ça vous plaira. Ah, c'est sûr que ça va nous plaire. On va te détester. Peut-être. Non, mais on aime souffrir. On aime souffrir quand on lit. As-tu une anecdote sur un moment où tes personnages ont fait ce qu'ils voulaient et où tu as dû t'adapter? Franchement, un peu tout le temps. En fait, ça arrive un peu tout le temps. Mes personnages, ils me sont vraiment venus avec leur personnalité. Ce qui fait que, parfois, je voulais des choses pour mon intrigue, et j'avais un peu comme le personnage qui me disait dans un petit coin de ma tête: «Mais je ferai jamais ça, en fait. Enfin, je suis beaucoup trop intelligent, ou au contraire pas assez intelligent, ou beaucoup trop impulsif, ou beaucoup trop réfléchi pour, prendre cette décision». Et du coup, en fait, c'est ces fameux chapitres où j'ai prévu un truc, et au milieu, hop, ça bifurque. Hem Ça m'est arrivé pas mal pour la romance, notamment. J'ai une romance principale dans le champ des machines, et je me souviens que dans la première version que j'avais envoyée à Big Bang, la romance, se concrétisait. Les personnages s'avouaient leurs sentiments beaucoup plus tôt que dans la version, finale, et il y avait un truc qui me dérangeait avec ça, je sentais que ça collait pas. Et là, quand que j'ai réécrit, je me suis dit: «Bon, OK, je vais le décaler, ça devrait arriver là», et au moment où j'y arrivais, c'est comme si les personnages me disaient: «Non, non, nous, on n'est pas prêts du tout à se le dire à ce moment-là, en fait. Calme-toi. J'adore. C'est un slow burn, en fait». Donc, Ils sont vraiment arrêtés en mode non, non, trop non, tôt. no way. Donc ouais, j'ai l'impression vraiment que ces deux personnages ont choisi leur moment pour s'avouer leurs sentiments. Et une fois que je l'ai écrit, je me suis dit: «Ah oui, c'est vrai, ils ont raison, ça devait arriver là». Donc ouais, ça serait vraiment ça, en particulier sur la romance, c'était assez drôle. Est-ce que tu saurais nous dire quel personnage tu as préféré écrire? Mmh, oui. Ah non. Je sais pas. J'ai l'impression, non, j'ai l'impression de trahir les autres. Mais Je comprends. en personnage, j'ai adoré écrire du point de vue de Till, qui, donc n'a pas grandi dans le même milieu privilégié que Orion Estia, a grandi, vraiment donc à la surface, dans un monde extrêmement dangereux, du coup a une façon peut-être un peu plus libre, de s'exprimer, et qui est en même temps un personnage qui n'a pas du tout confiance en lui, qui a fait certains choix douteux à des moments de sa vie, et qui du coup a vraiment pas très confiance en lui. Et j'ai trouvé super de d'écrire son développement. J'étais vraiment très attachée à lui, et en même temps j'adore écrire Estia parce que c'est un personnage qui a un côté très cynique. C'était une narratrice très drôle à écrire. Donc vraiment ça se joue entre les deux, et du coup désolée pour Orion, mon troisième narrateur que j'aime très fort aussi, mais bon, il faut choisir. Ouais, il faut choisir pour cette question. Ouais. Est-ce qu'il y a une scène en particulier que tu as eue en tête bien avant de commencer à écrire ton projet? Oui, ça a été, alors plusieurs tracks des défaillants, mon côté sadique.
Mais c'est vraiment mon côté où j'aime énormément l'horrifique. J'ai été pas mal inspirée par des films plutôt horrifiques, justement pour le chant. Et du coup, ouais, j'avais une scène en particulier de track avec un défaillant qui, entre le moment où je l'ai imaginé et le moment où je l'ai écrit et la version finale dans le roman, il y a très peu de choses qui ont changé. Ouais. Ok. J'ai hâte. Dernière question pour cette partie. Quelle est la pire recherche internet que tu aies faite pour ce livre? Oh là, il y en a eu tellement. Il y en a eu tellement. Alors, pire sur plusieurs niveaux. Il y en a où vraiment j'ai tapé des choses où moi-même je ne comprenais pas ce que j'étais en train de taper pour essayer de comprendre des espèces de concepts scientifiques. Je parle beaucoup d'énergie, etc. dans le champ, donc ça c'était terrible. Et après, dans le terme vraiment horrible, ouais, j'ai fait, je pense vraiment beaucoup trop de de recherches sur tout ce qui est amputation. Ce genre de choses. Sur, ouais, comment ne pas écrire, de manière, alors c'est drôle. À la fois, enfin c'est drôle, c'est pas drôle du tout. À la fois mais sur le côté médical de qu'est-ce qui se passe quand on sectionne un membre et comment on fait pour, pour que la personne ne meure pas. Et à la fois sur le côté, et là c'est beaucoup plus, c'est une question que je me suis posée avec le chant, c'est, dans ce roman, donc on est dans le futur et ça parle beaucoup de prothèses. Il y a beaucoup de personnages qui ont des prothèses et c'est un vrai sujet, comment on s'approprie une, une partie de son corps, enfin une nouvelle partie de son corps finalement. Enfin son corps modifié déjà, son corps qui n'est plus, celui qu'on avait avant. Et ensuite, une espèce d'extension de son corps, qui à la fois est extrêmement pratique parce que c'est une prothèse, on en a besoin, et en même temps, c'est pas totalement soi. Et du coup, j'ai fait aussi des recherches là-dessus. Mais ça, pour le coup, c'était super intéressant. Mais c'est vrai que je me suis dit, ouais, faut pas qu'on consulte mon historique à ce moment-là, quoi. Ah, mais ça, oui. Ah là là. Ok, ça annonce la couleur en tout cas. Alors, on va passer à la partie 4 qui s'appelle les goûts et les couleurs. Pour toi, un bon chapitre doit comporter combien de mots? Alors, je dirais, le nombre de mots qu'il faut pour, dire ce que le chapitre a à dire. Mais moi, globalement, sur le chant, je suis entre, 2 500 et 4 000 mots, mais je me suis pas interdit d'avoir des chapitres, à peut-être 1 500 mots ou un peu plus de 4 000 mots, quoi. Mais après, tout dépend des projets, je dirais. Y a-t-il un cliché de la littérature dont tu ne peux pas te passer? Alors là, ça va être rapide, non. C'est vrai? Non. Ouais. Ok. Est-ce qu'il y en a un que tu n'aimes pas du tout? Ben non, je crois pas non plus. Est-ce que quand tu dis cliché de littérature, tu parles par exemple de trop? Oui, ça peut être aussi un trope, ouais. Non. Non, je pense que je suis assez ouverte à tout. Après, je pense que si on me sortait une liste, je serais capable de dire: «Ah ouais, non, ça en fait, en y pensant peut-être pas», mais il y a jamais un moment où j'ai lu un roman en me disant: «Oh ça, je voudrais vraiment plus jamais le retrouver». Et pareil, pour les tropes, enfin ou clichés de littérature que j'adore, pas spécialement non plus. Mmh. Ok, très bien. Est-ce que tu as réfléchi... Ah, ça, c'est une question que je t'ai envoyée. Si un de tes projets, enfin si ton projet était amené à être adapté en film ou en série, est-ce que tu as une idée de quel artiste tu souhaiterais pour la bande originale? Oui, mais j'ai même pas eu besoin de réfléchir d'ailleurs quand tu me l'as envoyé. Oh! Alors, c'est un compositeur, je sais pas si, tu vas connaître, mais qui s'appelle, Benjamin Wallfisch, qui est un compositeur britannique. Et en fait, c'est drôle parce que c'est un compositeur britannique qui, à la fois, a fait beaucoup de musique de films, d'horreur, mais toujours avec un côté très, orchestral et assez, poétique que j'adore. Il a fait notamment, les musiques du film Ça, avec le clown, Ok. le clown terrifiant, de Conjuring, de Annabelle, et d'un film que j'adore et dont j'adore la BO qui s'appelle, A Cure for Wellness, qui est vraiment une des plus belles BO, je trouve. Enfin, vraiment, je t'encourage à l'écouter, c'est incroyable. Hmm. Très angoissante, mais incroyable. Et en même temps, c'est le même compositeur qui a fait les musiques du film de 2005, Orgueil et préjugés, Ah ouais, qui est, vraiment ouais, rien qui à est voir, quoi. rien à voir, mais en même temps, il a ce côté, ouais, très orchestral, qui fonctionne très bien dans les 2 genres. Et je pense que, ouais, ce côté hyper angoissant, ça m'irait trop bien pour le chant, j'aimerais trop.
Ok, mais écoute, j'irai écouter. As-tu un auteur ou une autrice préférée? Alors, j'ai pas d'auteur ou d'autrice préférée. Il y a des auteurs et des autrices dont, quand le roman sort, je sais que je vais l'acheter. Je pourrais pas dire préférée, mais vraiment, je me fie extrêmement à. Enfin, j'ai aimé à peu près tout ce qu'ils ont fait. Ce serait Guillaume Chamanadjan, que j'adore, qui a écrit la trilogie, trilogie du coup avec Claire Duvivier. Lui, il a écrit La Tour de Garde sur Capitale du Sud et Une valse aussi pour les grotesques. Et Flore Vesco. J'adore Flore Vesco, ce qu'elle fait pour la jeunesse, D'or et d'oreiller, de Délicieux enfants. C'est des titres que j'ai adorés. Je sais que je lirai ce qu'elle fait, ce qu'elle fera par la suite. Ok, je connais pas du tout. Ah vraiment, je te recommande. J'adore. J'adore faire le podcast parce que j'ai tout le temps des nouvelles recos d'auteurs, comme si j'avais pas assez de livres à lire, mais c'est trop bien. Y a-t-il un univers que tu aurais aimé inventer? Alors, non, parce que je pense que ce que j'aime beaucoup dans les univers des autres, c'est justement la part d'eux qu'il y a dedans. Donc je me dis qu'aucun univers pourrait être le même s'il avait été fait par quelqu'un d'autre. Et aussi parce que si j'avais inventé un univers que j'adore, ça veut dire que j'aurais passé des heures de travail dessus et qu'il aurait plus le même charme. Donc non. Je comprends. Et est-ce qu'il y a un personnage que tu aurais aimé inventer? Ou pas du tout, c'est pareil? Alors, un peu pareil, mais il y a un personnage que j'adore, c'est hyper classique, mais c'est Sherlock. C'est vraiment un personnage dont je suis extrêmement fan, dont j'adore les nuances, et je pense que c'est extrêmement dur d'écrire un personnage comme ça, qui soit à la fois sympathique et antipathique. Et du coup, ben, je pense que j'aimerais avoir la capacité d'écrire un personnage aussi singulier que Sherlock. Ouais. Allez, du coup, on passe à la partie 5. Donc ça, c'est une partie qui est très rapide. C'est le fast plume. Je te donne 2 propositions et tu me dis laquelle tu préfères. Ça marche. Chapitre court ou chapitre long? Dur. Chapitre court. Titre de chapitre ou pas? Pas. Première ou troisième personne? Ça dépend vraiment. J'aime les deux, je dirais troisième. Point de vue unique ou multiple? Multiple. Prologue ou directement chapitre 1? Directement chapitre 1. Premier jet ou réécriture? Réécriture, ouais. Saga ou one-shot? One-shot. Livre papier ou numérique? Papier. Écrire le matin ou le soir? Le matin. Thé ou café? Dur, mais je dirais café. Écrire sur ordinateur ou à la main? Ordinateur 100%. Et enfin, organisation, carnet ou numérique? Numérique. Pour cette partie, j'ai trois petites propositions. Je te donne le début et tu justifies pourquoi tu me donnes cette réponse. Si tu pouvais te téléporter dans un livre, ça serait? C'est pas facile parce que Attends, il faut que je choisisse un livre où ce serait pas horrible. Ouais. Ouais. Ou pas comme tu veux, en vrai. Non, sadique, mais pas masochiste. Je pense probablement un livre de Becky Chambers. Comment s'appelle mon préféré? Ouais, il est derrière moi. Histoire de moine et de robot, clairement. Okay. C'est un peu un solarpunk. C'est un univers très chouette. Avec des robots, mais gentils. Ah, ça change de ton roman, du coup. Ouais, rien à voir. Ok. Bon, tu vas être publié, mais on sait jamais. Si tu devais être publié dans une seule maison d'édition, ça serait... Non, je suis très bien chez Big Bang. Ouais, bah, c'est ma réponse à cette question. Si tu pouvais rencontrer un seul personnage de ton roman, ça serait? Estia. Ok. Mais c'est dur. Ouais, j'imagine. Pour cette partie, je t'envoie une image sur Instagram. Il faut qu'en quelques mots, tu essaies d'imaginer le début d'une histoire. Ok. Alors, je vais rester assez fidèle à moi-même. Alors, je dis en quelques mots parce que moi, je sais que j'ai tendance à pas regarder les vidéos des podcasts. J'écoute. Je suis souvent dans les transports et du coup, on voit une jeune femme avec un parapluie dans une ruelle un peu sombre.
et pluvieuse. Et alors comme mon côté horrifique ressort un peu, je pense, j'aime vraiment trop ça. Du coup, ça raconterait, je te le fais sous forme de pitch, Oui, vas-y. ça raconterait l'histoire d'une jeune femme qui a quitté très tôt sa maison d'enfance parce qu'elle entendait des bruits étranges chez elle, peut-être des voix, des choses terrifiantes. Ah, j'aime bien ce genre de choses dans les murs, et que personne ne la croyait. Personne ne la croyait, on lui disait que c'était son imagination. Et donc elle quitte cette maison un peu furieuse contre sa famille de ne pas la croire et disons des années plus tard, quand cette maison va être, vendue parce que ses parents la quittent, elle décide finalement de retourner, pour la première fois dans cette maison, pour un peu sa dernière chance d'y retourner, pour voir si en effet c'était bien son imagination ou pas ou si elle va entendre encore, les petites voix de l'époque. Wow. On te l'a J'aime déjà pas ça faite du tout. celle-là ou pas? Non, jamais. Depuis le début, toutes les histoires sont différentes et j'aime trop. Ok. Et ben écoute, j'ai très peur, voilà, je te remercie. Trop bien. je déteste les trucs d'horreur. Et ben du coup, on arrive aux questions pour la fin. Ok. J'ai 4 questions pour finir. Si Ouais. tu avais un seul conseil à donner à quelqu'un qui souhaiterait se lancer dans l'écriture de son premier livre, qu'est-ce que ce serait? Ça serait, alors c'est le premier conseil que je donne, j'allais dire toujours comme si on me l'avait demandé 1000 fois, pas du tout, mais j'ai dû le j'ai dû le donner quand même suffisamment de fois pour le dire. Ça serait de vraiment cultiver le plus possible sa créativité, de plein de façons différentes. Je pense qu'on peut cultiver sa créativité de plein de façons différentes. Ça peut être en écoutant, de la musique, des musiques qu'on n'a pas l'habitude d'écouter, en allant voir des expositions. Moi, je sais que je fonctionne beaucoup comme ça. Il y a plein d'expos qui m'ont débloqué des choses, ont amené des idées d'histoire. Enfin, les tableaux, ça m'inspire beaucoup. En lisant, tout simplement en lisant le plus possible, à la fois dans le genre dans lequel on veut écrire. Ça, je trouve que c'est super important. On dit souvent qu'il faut lire beaucoup et on ne dit pas forcément toujours pourquoi, mais je trouve que, à la fois pour cultiver sa créativité d'un point de vue, les univers possibles, le type de personnage possible, mais aussi en termes d'écriture, explorer tout ce qui est possible à faire. Parce que souvent quand on commence l'écriture, on a une idée un peu de comment écrire un roman et on se prive de plein d'expérimentations parce qu'on pense que ça ne se fait pas. Et ensuite, on lit d'autres auteurs qui l'ont fait. On se dit ah c'est fou en fait, je peux faire ça donc je vais le tester. Donc je dirais vraiment cultiver sa créativité et du coup là-dedans ça rentre vraiment le fait de lire beaucoup pour un peu ouvrir le champ des possibles. C'est une très bonne réponse. Et on me l'avait jamais donnée celle-ci, mais je Ah. suis d'accord. Y a-t-il une question que tu aurais aimé que je te pose? Non, écoute, j'ai trouvé tes questions, déjà on en a eu pas mal et super pertinentes. J'ai l'impression qu'on a pu bien discuter. C'est vrai que je pose énormément de questions. Mais c'est bien, c'est très chouette. Ensuite, j'ai la question de l'invitée précédente qui te demande, selon toi, à partir de quel moment on se sent auteur ou autrice? Waouh! J'aime bien ce genre de questions auxquelles tu as pas vraiment de réponse. Enfin enfin, c'est selon moi, mais ma réponse va vraiment engager, du coup, que moi. Enfin, je pense que ça dépend vraiment pour toutes les personnes. Je sais que moi, je m'étais mis un frein, avant de publier et avec du recul, maintenant, je me dis que c'était un frein vraiment, bête. C'est que j'avais pas créé mon réseau, un compte d'autrice parce que à l'époque, je me sentais pas légitime alors que, alors encore plus bizarre, je suivais beaucoup de gens qui n'étaient pas publiés, qui avaient des comptes d'auteurs dont j'adorais le contenu et que je trouvais totalement légitime à faire ce contenu. Mais quand c'était moi, Ouais, je mais sais pas. le syndrome de l'imposteur. Mais vraiment, exactement. Genre quand les autres font, c'est génial, mais si c'est moi, bof. Donc, je me rappelle que je m'étais mis cette barrière. Je pense aussi que je me disais par rapport moi j'adore les comptes justement, d'auteurs qui sont en attente de publication parce que c'est souvent des personnes qui sont hyper créatives, qui partagent beaucoup leur processus d'écriture. Moi, ça m'a beaucoup inspirée, ça m'a beaucoup aidée dans mon processus d'écriture, de suivre des jeunes auteurs comme ça et que je considère à 100 en plus comme des auteurs. Mais je pense que moi, c'était compliqué avant d'avoir signé, mais maintenant avec du recul, je me dis:
en fait, j'étais autrice à partir du moment où j'ai commencé à écrire mon histoire, quoi, et que j'aurais pu me sentir légitime beaucoup plus tôt. Et du coup, je pense que la réponse, ça serait vraiment ça. En fait, c'est quand on commence à écrire, quand on commence à... Enfin, en fait, c'est dingue de s'imaginer un univers, de s'imaginer des personnages, de s'imaginer des intrigues pour des gens qui n'existent pas, mais on finit par croire qu'ils existent tellement ils vivent avec nous. Je pense qu'on a un peu ce biais où on a l'impression que beaucoup de gens écrivent parce qu'on est sur des réseaux sociaux, on regarde beaucoup d'auteurs, et du coup, on a l'impression d'être dans un cercle où concrètement beaucoup de gens écrivent. Mais en fait, très peu de gens arrivent enfin, déjà, ont envie de le faire et mènent ça jusqu'au bout. Et écrire un premier roman, bah, c'est dingue. Et je vois pas comment on peut dire à quelqu'un qui n'est pas auteur à partir du moment où il a fait tous ses efforts. Enfin, donc je dirais que oui, à partir du moment où on écrit, on est auteur, quoi. Je suis totalement d'accord. C'est vrai qu'on oublie, à force d'être entouré de tous ces auteurs sur Instagram, que finalement, on n'est pas beaucoup à le faire, quoi. Ouais, c'est clair. Rien que dans son entourage, enfin, après, là, moi, j'ai de plus en plus d'auteurs dans mon entourage, mais c'est parce que je les rencontre sur Instagram. Oui, moi aussi, du coup, mais... Ouais. De base, quand je dis aux gens que j'écris, ils me regardent en mode « Mais what ? Mais c'est fou !» Il y a un truc comme ça, quoi. Ouais, c'est clair, ouais, on oublie très vite que c'est pas si commun, quoi. Cultivons ce truc hors du commun que nous avons. C'est clair. Du coup, dernière question. Est-ce que tu as une question à poser à la personne qui passera juste après toi ? Ah bah oui, du coup, moi, si j'ai une question, je vais poser une question. Alors, tiens, je vais poser une question qui va rejoindre un peu ce super syndrome de l'imposteur, pour que ce soit fun. J'aimerais que, du coup, la personne réponde à la question de comment on fait pour accepter que son travail, comment dire, ne sera jamais parfait. Que je trouve qu'en tant qu'auteur, c'est vraiment une question, mais je pense que dans un peu tous les milieux créatifs, ou même pas créatifs d'ailleurs, mais créatifs encore plus, parce que il n'y a pas de limite de résultat, c'est pas un calcul et hop, t'as le résultat et stop. Et tu peux revenir autant de fois que tu veux, autant de fois que possible. Tu peux venir 1 million de fois sur ton roman, et ne jamais passer au projet d'après. Et du coup, moi, là, j'ai dû le faire. J'ai dû passer au projet d'après parce que, c'est bon, là, mon roman part à l'impression, donc j'ai pas trop le choix. Mais quand j'ai travaillé sur ma maquette du Chant des Machines, je savais que je pouvais mettre un certain nombre de commentaires, mais c'est pas le moment de réécrire le roman. Et il y a plein de phrases que j'avais envie de réécrire et je ne pouvais pas parce qu'il faut lâcher à un moment. Et du coup, ça m'intéresserait vraiment de savoir comment les autres arrivent à lâcher, à se dire et à être serein en fait avec ça, de se dire ok, je pourrais faire mieux si j'ouvre ce roman dans 2 ans, même dans 6 mois à vrai dire. Je me dirais ah là t'aurais pu le faire autrement, mais c'est ok. Au moment où tu l'as fait, t'as fait le meilleur de ce que tu pouvais. Voilà. Donc toi, si tu devais répondre à cette question, tu dirais que il faut lâcher un moment, quoi. Il n'y a pas vraiment d'acceptation. Ouais, faut lâcher un moment, et je dis ça en étant une personne assez contrôle fric. Hein. J'aime bien contrôler les choses. Enfin, j'aime bien vraiment avoir du pouvoir sur ce que je fais, quoi. Et vraiment, la publication, ça m'a appris ça. Moi, par exemple, je pense qu'en auto-édition, mais je serais terrible parce que je repousserais tout le temps la date puisque j'aurais le droit de le faire, quoi. Donc ouais, la publication, ça m'a appris ça, c'est que de toute façon, à un moment, t'as pas le choix, il faut le lâcher. Et je pense que si j'avais repris ce roman et qu'il n'y avait pas la date d'impression, là, dans 1 mois, je vais passer sur mon autre projet, même pas, dans 2-3 semaines, je me mets sur mon autre projet, mais je pense que j'aurais pu rester sur le champ encore 6 mois. Et là, il faut que je le lâche. Et non seulement il faut que je le lâche, mais il faut que j'accepte qu'il va être lu en cet état dans 3 mois. Alors, je ne veux pas vous faire peur, j'ai vraiment bien travaillé dessus quand même. Dans cet état. Non, mais je suis vraiment fière du résultat actuellement, mais j'exclus pas le fait que, ouais, à un moment, et il y a beaucoup d'auteurs et d'autrices qui me disent ça d'ailleurs, qui me disent tu verras, tu n'oseras plus l'ouvrir quand il sera sorti. Et je pense que ça va me faire ça, mais faut lâcher, et je pense que je me dirais, et c'est ce que je me dis déjà maintenant, mais que ce que je montre aux lecteurs, aux lectrices, c'est le mieux que ce que je pouvais faire en fait à ce moment-là de ma vie, et il faut que j'en sois fière, quoi. Oui, je suis sûre que c'est très bien. Il faut réussir à accepter ce qu'on a fait, quoi. C'est ça le plus compliqué. Ouais, c'est clair.
Et bien, ça y est, on est arrivé au bout. Je te remercie beaucoup d'être venue dans le podcast. C'était trop bien. Merci. Ouais, ça m'a fait vraiment plaisir. C'était trop cool. J'ai passé un trop bon moment. C'est passé super vite. Oui, je ça tiens va à le vite, dire. malgré toutes ces C'est questions. fou. On s'amuse trop bien à chaque fois. Trop l'impression que ça fait 1 demi-heure, mais pas du tout. Ça va faire presque 2 heures. Ça fait 2 heures. Ouais, c'est fou. Ouais, c'était trop cool. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Mais avec plaisir. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien louper. Rendez-vous sur mes réseaux sociaux pour me suivre et suivre l'actualité du podcast. Et n'hésitez pas à le noter 5 étoiles s'il vous a plu. À très bientôt.